bien. Tout ça sera gardé. Bonsoir pour de vrai. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu si nombreux pour cette masterclass. Le nom est un petit peu pompeux autour de Kendrick Lamar, sa vie, son œuvre. Mais justement, on va essayer aujourd'hui de faire quelque chose qui ne soit pas spécialement chronologique. On va pas retracer la fiche Wikipédia, mais on va essayer de faire quelque chose d'un peu atypique. En tout cas, bienvenue aujourd'hui dans cette masterclass autour de Kendrick Lamar. Mehdi Maizi raconte Kendrick Lamar depuis le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique sur France Inter. C'est parti. On va prendre comme point de départ le dernier album de Kendrick Lamar, GNX en français. Et pardon pour l'accent anglais dès le début. Ça va être un vrai sujet tout le long de la discussion, de la conversation. J'ai un très mauvais accent anglais. Okay. Mais on va prendre cet album comme point de départ, qui est souvent un album qui est présenté comme un album fait sans calcul, sans concept, qui remet le rap au centre des débats, et qui replace Kendrick comme un homme capable de créer des hits, surtout après le précédent album, Mr. Moral and the Big Steppers, qui avait été un peu, je pense, incompris par une partie du public de Kendrick Lamar. Et même moi, ma première réaction quand j'ai écouté l'album, ça a été ça. L'album il sort un vendredi à 18h heure française, donc évidemment je suis surpris, j'avais pas l'info. Je me rue sur l'album, je l'écoute tout le week-end, et je crois que je fais une vidéo sur mes réseaux le dimanche, un truc comme ça, où je dis ça fait du bien un album de rap, Kendrick il rappe, ça fait du bien du rap. Je crois que vraiment j'ai dit rap 10 fois dans la vidéo. Et parce que je crois que ça faisait du bien, après justement l'album conceptuel qui était Mr. Moral and the Big Steppers, d'avoir un Kendrick brut, plus simple, plus droit au but, justement. Et à mon avis, cette analyse de l'album, elle est un peu vraie, mais aussi un peu fausse. Parce que GNX, c'est avant tout un album qui, sans en avoir l'air, est un condensé de la carrière et de l'œuvre de Kendrick Lamar. C'est un album assez synthétique de tout ce qu'a pu produire Kendrick en plus de 15 ans de carrière aujourd'hui. Et justement, on va se servir des références glissées dans l'album pour évoquer tout ça. Court extrait de l'introduction de l'album. Et ce morceau parle d'un événement qui est survenu en juillet 2024. L'artiste Gustavo Zermeno Jr. peint un mural en hommage à Kendrick Lamar sur la façade d'un restaurant de spécialité du Honduras à Compton. C'est pas le premier mural qui rend hommage à Kendrick Lamar, peint à Compton, mais celui-ci est achevé alors que la bataille avec Drake bat son plein, ce qui le rend du coup d'autant plus symbolique. Quelques semaines plus tard, le mural est vandalisé par un partisan de Drake. Car oui, il y a des partisans de Drake à Compton. Drake a des fans. C'est le point de départ justement de ce morceau. La première chanson de GNX, qui est un morceau sombre, oppressant, qui monte en intensité à mesure que Kendrick règle ses comptes. C'est pas seulement à un simple mural qu'on s'est attaqué, mais à une partie de la vie de Kendrick et de ses semblables. Et ce qui est intéressant justement, c'est l'emplacement de ce mural. Et ce qu'il dit de Kendrick Lamar et de GNX. Il est localisé sur une avenue emblématique de Compton et de tout le rap de Los Angeles, Rosecrans. Alors justement, je pense que pour les amateurs et les amatrices de rap californien, Rosecrans c'est un nom qu'on entend depuis qu'on écoute du rap californien justement, qui est très emblématique, qui a été chanté, scandé par beaucoup d'artistes. D'ailleurs en 2017, il y a un album de DJ Quick et de Jason Martin qui s'appelle Rosecrans qui sort. D'ailleurs, pour les anecdotes qui n'ont rien à voir avec le sujet, mais un petit peu quand même, Jason Martin s'appelait Problème avant. Peut-être les fans de rap californien qui n'avaient pas suivi son changement de nom. Et anecdote qui n'a encore plus rien à voir, j'avais eu la chance, moi, en 2019, je me retrouve à Los Angeles pour un rendez-vous professionnel. À l'époque, j'avais des rendez-vous stylés. Et j'arrive, j'avais rendez-vous dans un studio. Déjà, je vois Daniel César, le chanteur qui sort du studio, je me dis, waouh, le rêve américain. Et juste après, ça c'est vrai, c'est une histoire, c'est une vision qui me hante. Je vois Exhibit qui arrive en décapotable, le rappeur américain, avec Problème à côté. Et complètement fou. Je me retrouve un petit peu plus tard avec Problème, je sais pas comment. On parle un peu, il prend mon numéro de téléphone et il me dit que quand il viendra à Paris, il m'écrira, on passera du temps ensemble. Spoiler,
Il m'a jamais écrit, évidemment. Bon, c'est pas le sujet de la conversation ce soir, mais en tout cas, voilà, Rose Friends, c'est un élément très important dans l'histoire du rap californien. La ville de Compton, elle est symboliquement séparée en deux. L'Est, dominé par le gang des Crips, et l'Ouest, occupé par les Pyrrhus. Rose Friends, justement, est le symbole de cette partie Ouest, un point de repère pour tous les rappeurs du coin, et le nom d'un label local. C'est donc à l'Ouest que Kendrick et son entourage grandissent, et c'est là que se cristallise toute sa carrière, de ses débuts jusqu'à ce dernier album. Il y fait référence sur chaque album et place Rose Friends dans une bonne partie de ses clips. Le dernier exemple, bien sûr, c'est Not Like Us, un de ses clips les plus fameux, tourné en partie devant le fast-food Thames Burgers, à 2 pas du Thames. Il y a aussi son école primaire, le parc dans lequel il a passé son enfance, à jouer au basket, mais aussi le Swap Meet de Compton, qui est un marché aux puces, où il avait vu Dre et Snoop quand il était enfant, ce qui lui a donné envie de devenir rappeur. Vous allez voir que ça, c'est une des nombreuses légendes autour de l'enfance de Kendrick Lamar et de son rapport très précoce au rap. Je dis pas que c'est faux, loin de là, mais en tout cas c'est intéressant de voir comment il y a beaucoup d'histoires un peu mythiques autour du Kendrick enfant, autour presque de sa propension à être un rappeur important dès le début. C'est dans cette zone donc qu'il a vu des hommes mourir devant ses yeux, qu'il tourne le clip de King Kunta, qui est un hommage à Compton, et c'est là qu'il retourne régulièrement pour la parade annuelle de Compton et pour organiser des distributions de jouets pour les enfants. Je pense que c'est intéressant justement de parler quelques secondes du morceau King Kunta, qui est donc présent sur l'album To Pimp a Butterfly, sorti en 2015, qui est souvent vu comme son album classique. Moi aussi d'ailleurs, c'est souvent ce que je dis. C'est son grand chef-d'œuvre, un de ses grands chefs-d'œuvre. Et il a très vite été vu comme un classique instantané, comme un album super important, comme peut-être le plus grand album de la décennie 2010. Ça, on pourra en reparler. Mais je pense que ce morceau, il est important, puisqu'il y a une partie du grand public, et notamment du public français, qui considère souvent que le son californien, c'est la G-Funk. Et moi, je me souviens que j'avais eu beaucoup de discussions avec des amis qui me disaient, mais en fait, Kendrick, il n'est pas vraiment californien, enfin, c'est pas vraiment du son californien, parce qu'il fait pas de G-Funk. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que Kendrick, très tôt, il a voulu synthétiser un petit peu tous les types de sons californiens. Bien sûr, à la fois le G-Funk, parce que c'est important, mais aussi des choses plus alternatives comme des groupes comme Freestyle Fellowships qui sont plus proches du trap low west que de NWA par exemple. Et donc Kendrick, ça a toujours été un peu ça. Cet artiste, déjà ses synthèses qui voulait reproduire, rendre hommage à tous les styles de rap californien, mais sur King Kunta, il a fait de la G-Funk et ça faisait du bien. By the time you hear the next pop. C'est frustrant d'écouter que 20 secondes, mais on mettra un peu plus longtemps certains morceaux après, je vous rassure. Donc toute sa vie est liée à l'ouest de Compton et tous ses traumatismes également. L'album qui lui fait connaître au grand public, Good Kid, Mad City en 2012, c'est une exploration de sa vie aux alentours de l'avenue Rose Friends. To Pimp a Butterfly, donc, c'est l'album d'un rappeur qui a quitté ce quartier et qui se demande s'il est digne de son héritage. D'ailleurs, ça c'est vraiment un des thèmes fondamentaux de la carrière de Kendrick, c'est son obsession par rapport à ses aînés. Est-ce qu'il est digne de ses aînés? Est-ce qu'il est digne de son héritage? Est-ce qu'il est digne de... Voilà, toujours eu le poids du passé qui, je pense, surplombe un peu toute la carrière de Kendrick jusqu'à aujourd'hui. Damn, l'album, c'était à la fois une plongée vers les enfers des ghettos de LA et une recherche de rédemption après avoir commis des péchés. Mr. Moral and the Big Steppers prend sa source dans les vices du sexe et de la célébrité, mais aussi parce que Kendrick a vécu quand il vivait à Compton. Et JNX, du coup, c'est tout ça à la fois. Donc quand quelqu'un, ce partisan de Drake, s'attaque à son mural, c'est pas seulement un acte de vandalisme pour Kendrick Lamar, mais c'est aussi une déclaration de guerre à tout ce qui fait partie de sa vie, à son intime. JNX est donc un album de combat, j'ai presque envie de dire de prose combat, faire référence à l'album classique de MC Solar, mais aussi à une chanson présente sur le dernier album de Youssoupha, qui n'a pas de lien avec ce qu'on dit, mais c'est un très bon album, j'encourage tout le monde à aller l'écouter, il y a un morceau qui s'appelle Prose Combat. Donc c'est un album de combat. Et donc après son conflit avec Drake, Kendrick se replie sur ses racines pour trouver de la force et assumer son statut. On dirait presque qu'il est dos au mur, alors que tout le monde sait qu'il a gagné la bataille, même les fans de Drake. Et donc c'était pas juste une opposition entre deux rappeurs, comme il y en a eu des dizaines aux États-Unis et en France, mais quelque chose de plus profond, qui a trait à une conception de la musique, du rap, et une affaire de positionnement artistique. Et d'ailleurs c'est intéressant aussi de voir comment ce clash avec Drake, il a dépassé justement le clash. C'est comme si Kendrick représentait, en tout cas je pense que c'est le storytelling qu'on retient. Kendrick c'est le vrai hip-hop versus Drake,
qui serait une forme de pop star, culture vulture, quoi. C'est un terme qu'on a beaucoup entendu en 2024. Donc les culture vultures sont ces vautours qui vont s'emparer d'une culture qui ne leur appartient pas, avec beaucoup de questions sur tout ce qui est appropriation culturelle. D'ailleurs, des reproches qu'on a longtemps fait à Drake, un peu toujours, lorsqu'il il va endosser des habits qui ne sont pas les siens, prendre des accents qui ne sont pas les siens, etc. Donc c'est des choses dont on a beaucoup parlé dans le passé, mais qui là, je pense, ont été cristallisées d'une manière assez significative. Et qui me semble parfois peut-être un peu injuste pour Drake qui a toujours parlé de son amour pour le hip-hop, qui a toujours rendu hommage à ses aînés, de Little Brother et MX en passant par Jay-Z, bref, il l'a beaucoup fait. Et de l'autre côté, Kendrick a aussi fait des pas vers la pop. Il a fait des morceaux avec Taylor Swift, avec Imagine Dragons, donc sans remettre en cause le storytelling qui est aujourd'hui en train de s'imposer, c'est intéressant de voir que ce battle-là, en tout cas, il a mis ce débat, enfin il a remis ce débat en tout cas sur la place publique, débat autour de la légitimité à faire du rap, mais aussi à en écouter. Et je crois qu'il y a aussi ça qui s'est joué dans le clash entre Kendrick Lamar et Drake. Et bien sûr, un des moments forts du conflit, c'était Not Like Us, qui réussit l'exploit d'être à la fois un clash, un hit, une déclaration de puissance, un hommage à Los Angeles et un gimmick repris dans le monde entier. Sur ce morceau, via ce morceau en tout cas, il remet un producteur très important en Californie, c'est DJ Mustard, qui est un des derniers grands producteurs californiens. Quand je dis un des derniers, c'est un des derniers importants à avoir été révélé dans le rap, qui était un peu, non pas tombé dans des études, mais qui avait plus de hits depuis un moment et qui là est redevenu un producteur extrêmement important. Encore plus chargé de messages, il y a le concert que Kendrick donne peu de temps après la sortie de Not Like Us, le Pop-Out Show, moment très très important, dans lequel il réunit la quasi-totalité du rap de Los Angeles et célèbre sur scène des factions qui ne sont même pas censées s'entendre, ne sont même pas censées apparaître ensemble à cause de l'histoire de gangs, etc. Qui sont très importantes à Los Angeles. Ce concert, c'est un des points de départ de GNX, justement. L'album, c'est une célébration de Los Angeles et de ses racines, aussi bien de celles de la ville de Compton, mais aussi des racines de sa vie et de sa musique. Autant de choses que Drake avait pris pour cible. Donc, quand on touche à Compton, Kendrick se fâche. Et quand il se fâche, il rappe. Et donc c'est ça, GNX. Et même le nom de l'album fait écho à ses souvenirs d'enfance. TV Off, donc présent sur GNX, dans lequel Kendrick Lamar rappe, c'est ce qu'on vient d'entendre, que tout ce qu'il voulait, c'était d'avoir une grande nationale noire. C'est une référence à une voiture, une Buick Grande Nationale, aussi nommée GNX. C'est la voiture qu'on voit là. Voilà, magnifique, merci. Et autre histoire incroyable autour de l'enfance de Kendrick Lamar, c'est la voiture avec laquelle le père de Kendrick Lamar, en juin 1987, ramène son fils depuis la maternité à Compton. Sur le chemin du retour, son père écoute une chanson de Big Daddy Kane, légende du rap new-yorkais. La mère de Kendrick, Paula, lui dit que la musique est trop forte et demande à Kenny, le papa donc, de baisser le volume. Il refuse et répond que son fils est voué à écouter de la musique toute sa vie, autant commencer tout petit. Voilà, la vie de Kendrick, quoi. Intéressant aussi, je pense que c'est bien d'en parler, de noter que Kendrick, il a aussi baigné, du coup, dans le rap new-yorkais. Ça s'entend dans son rap, on parle beaucoup de la Californie, encore plus quand on parle de cet album-là, mais quand on lui demande ses rappeurs préférés, bien sûr, il y a Tupac, on y reviendra, mais il cite très vite Biggie, Jay-Z, Nas, Eminem, qui n'est pas de Détroit, mais qui a été largement influencé par des rappeurs new-yorkais comme AZ ou Masta Ace ou Big L. Et même sur ce dernier album, c'est important de parler d'un morceau qui s'appelle Man at the Garden, qui est plus ou moins une nouvelle version du morceau One Mic de Nas. Yo, all I need is one mic, one beat. Price, emotion, no stability. A sound of money, more power, more. C'est aussi évidemment un hommage à Nas, ce morceau. Et comme moi, j'aime croire que rien n'est laissé au hasard chez Kendrick, ce morceau One Mic, il est présent sur l'album Schematic, sorti en 2001 de Nas. C'est un album qui arrive pile après le clash avec Jay-Z. C'est son album de remise en forme pour Nas qui, selon beaucoup, a remporté le clash contre Jay-Z et qui fait donc ce morceau sur cet album. Il y avait aussi le morceau Heater qui était un morceau de clash contre Jay-Z qui est souvent vu comme le plus grand clash de l'histoire du rap. Bref, pour moi c'est un clin d'œil qui n'est pas innocent. Évidemment, Jay-Z et Drake, mes deux rappeurs préférés, ont perdu à chaque fois. C'est un autre sujet. Quand Kendrick, en tout cas, choisit cette pochette et ce type d'album pour GNX,
il replace ce moment au centre de son identité. Il rend d'abord hommage à ses parents, de qui il parle encore dans cet album, mais il rend aussi hommage à la manière dont ils l'ont éduqué, dès ses premières heures. À Compton, Kenny et Paula, les parents donc, sont connus pour organiser des fêtes régulièrement, où le rap se mêle au funk et à la soul. Kendrick grandit dans un environnement où la musique résonne tout le temps. E40, NWA, les Ghetto Boys, Ice Cube, Dr. Dre, les Temptations, Earth, Wind & Fire, les Delphonics, les Spinners, les Whispers, les Hailey Brothers, Curtis Mayfield, tout ça, ça fait partie de son éducation. Pendant ces fêtes, alors qu'il est encore tout petit, Kendrick danse au son du gangsta rap, du funk et de la soul. Il côtoie aussi bien des gens bien sous tout rapport que des membres de gangs, pour certains, font partie de sa famille. Tous ces mélanges forment sa personnalité, son identité artistique, et se retrouvent sur GNX. Kendrick Lamar, c'est une histoire de contraste, d'influences multiples, de genres qui se croisent. C'est finalement l'histoire de la ville de Los Angeles, justement, où ont existé sur la même période le gangsta rap et la scène rap indépendante, alternative, qui puisait dans le jazz. Donc c'est ce qu'on disait, Kendrick emprunte aux deux côtés, à NWA, mais aussi à Freestyle Fellowships, par exemple. C'est évident sur toute sa carrière, et en particulier sur To Pimp a Butterfly, mais c'est aussi le cas sur GNX. Il y a du rap qui fronce les sourcils, comme Squabble Up ou TV Off, mais aussi des moments où la soul et les ambiances plus feutrées prennent le contrôle, comme sur The Hard Part 6, Gloria ou Luther. Kendrick se tient entre tous ces mondes-là. Comme quand Paula, sa mère douce et discrète, demandait à son mari Kenny, un ancien membre de gang, exubérant et bruyant, de baisser le volume du poste de leur grande nationale pendant que Kendrick revenait de la maternité. Kendrick emprunte à Tupac, une de ses idoles, cette façon de jouer sur une identité multiple, un rappeur autour de qui il a construit son album To Pimp a Butterfly et qu'il fait revivre de nouveau sur GNX, sur le morceau Reincarnated. Que reflejan tu mirada. When you fuck me up, my father kicked me out the house cause I was head of rhythm and blues. Donc ça, ce qu'on va entendre, et qu'on réentendra un peu plus tard d'ailleurs, c'est pas le premier hommage, la première référence de Kendrick à Tupac, évidemment. Tupac, c'est cette icône du rap californien qui était aussi bien célébré pour ses engagements envers la communauté noire américaine que pour sa musique. Et autre histoire légendaire autour de l'enfance de Kendrick, bien connue, mais quand il était enfant, Kendrick l'avait vu à Compton pendant le tournage du clip California Love, un moment marquant, alors que Kendrick voulait être basketteur, il décide finalement d'être Tupac, en le voyant. On a tous voulu être Tupac, je ne peux pas le blâmer pour ça. Mais c'est un moment évidemment très marquant dans la carrière, la vie de Kendrick Lamar. Et pour aller un peu plus loin, je pense, sur l'ombre de Tupac, le fantôme qui plane autour de sa carrière, et encore plus, je crois, autour de cet album-là, il faut qu'on parle de quelques éléments marquants dans la vie de Kendrick. Déjà, très récemment, il y a ce fameux morceau de Drake, encore lui, Taylor Made Freestyle, qui est un choix, encore aujourd'hui, que je ne comprends pas. C'est un morceau où Drake, imagine un featuring avec Snoop Dogg et Tupac. Un featuring donc qui a été fait avec de l'intelligence artificielle et donc qui a été extrêmement décrié, critiqué, même incomprise par même les fans et les supporters de Drake. Et les premiers à avoir critiqué ça sont notamment les ayants droit de Tupac qui ont trouvé ça assez honteux et ont clairement affirmé leur soutien à Kendrick. Et déjà, à mon avis, pour la démarche de Drake, mais aussi parce qu'il y a clairement une forme d'adoubement posthume de la part de Tupac vis-à-vis de Kendrick Lamar. Il y a une interview de 2011 dont on parle assez peu parce que c'est sur un petit média et Kendrick n'était pas encore très connu, avec un média donc qui s'appelle Homegrown Radio, où Kendrick partageait une vision de Tupac. Il avait vu la silhouette de Tupac qui était venue à lui. Ça est réel, Kendrick l'a dit. Il était venu à lui et lui avait dit de continuer la musique et surtout de ne pas laisser la musique de Tupac mourir. Donc Kendrick avait raconté ça. Ça me rappelle le moment où Zizou dit qu'il a vu quelqu'un dans la nuit dire de revenir en équipe de France, mais parce que j'ai juste besoin de parler de Zizou à chaque fois que je prends la parole en public. Mais ça m'a fait penser à ça. Kendrick avait 21 ans à ce moment-là, et ça a redéfini en fait quelque part sa vision, alors que c'est quelqu'un qui ne s'est jamais vraiment déclaré comme superstitieux. Pour le 19e anniversaire de la mort de Tupac, ses ayants droit, toujours eux, ont publié une lettre écrite par Kendrick, qui se rappelait de la fois où à 8 ans il avait vu Tupac. Voilà ce que disait Kendrick. J'avais 8 ans quand je t'ai vu pour la première fois. Je ne pouvais pas décrire comment je me sentais à ce moment. Tellement d'émotions, rempli d'excitation, rempli de joie. 20 ans plus tard, je comprends exactement quel était ce sentiment-là, de l'inspiration. Donc Tupac, c'est vraiment pas anodin, c'est pas juste un rappeur qu'il aime bien. C'est quelqu'un de très très important dans sa construction. L'album To Pimp a Butterfly, donc son chef-d'œuvre, devait s'appeler
To Pimp a Caterpillar à la base, mais tout TU, ce qui faisait en acronyme Tupac, TUPAC. Finalement, le titre a été changé, mais sur le dernier morceau, Mortal Man, Tupac apparaît de manière posthume dans une forme d'interview avec Kendrick. Les mots de Tupac étaient issus d'une rare interview de 1994 donnée au journaliste suédois Mats Nileskär. Voilà. Et Kendrick se mettait dans la peau d'un journaliste et lui posait des questions sur le fait d'être noir, sur la célébrité ou sur l'état du hip-hop. Donc si sur son premier album, Kendrick Lamar évoquait son enfance et son adolescence, il change de point de vue sur sa deuxième sortie, enfin troisième album si on compte Section 80 comme un album, donc sur l'album To Pimp a Butterfly. Sans qu'il l'ait vraiment choisi, il devient alors une icône générationnelle, et ce changement est dû en partie à la sortie d'un titre, All Right. En 2015, donc après une énième bavure policière, le mouvement Black Lives Matter prend une énorme importance, et la chanson All Right, sortie la même année, est jouée pendant des rassemblements, des conférences, et résonne pendant les marches de protestation. La chanson est construite sur des opposés. L'instrumental donne une sensation de positivité, mais semble hanté par quelque chose de plus sombre, et c'est un peu la démarche qu'adopte Kendrick. Il ancre son texte et son refrain dans la douleur, mais il y insère un message d'espoir. Nous allons nous en sortir, répète-t-il pendant le refrain. Très emblématique dans la carrière de Kendrick Lamar, et un peu avant la conférence, on posait la question, on disait si je devais citer un seul morceau de Kendrick Lamar, c'est évidemment trop compliqué, mais je pense que celui-ci est particulièrement symbolique parce que c'est à la fois un morceau qu'on peut jouer en club, et qui est joué en club, et c'est à la fois un morceau extrêmement important et qui est synonyme de son engagement et qui a pris une dimension qui l'a clairement dépassé. Anecdote, je me souviens, en 2015, j'organisais une soirée pour la BC des Réductions à l'époque, un site pour lequel je travaillais. On a fait une soirée au nouveau Casino à la rentrée vers septembre-octobre, et j'avais booké Midsizer, producteur et rappeur maintenant, français. Il revenait d'une tournée aux États-Unis. Je crois que c'est à l'époque où il était signé sur le label Bromance, et il m'avait dit, mais mec, en soirée, c'est all right, quoi. Les gens ne veulent que ça. C'était le tube du moment, qui aujourd'hui est devenu un morceau classique, mais les gens vraiment avaient envie de danser là-dessus. C'est assez fou quand même, je trouve, qu'un morceau ait à la fois ces deux fonctions. Mais ce positionnement d'être dans le contraste lui a valu des critiques. Kendrick est jugé trop timide, pas assez engagé, trop positif alors que le monde brûle. Le temps est à la radicalité selon beaucoup d'observateurs. D'ailleurs, à la fin du clip de la chanson, un policier blanc fait mine de lui tirer dessus. Kendrick est touché, vole dans les airs et s'écrase sur le sol. Et avant de sourire, à la toute fin de la séquence, il est touché, mais pas abattu. C'est un peu ce chevauchement entre l'ombre et la lumière, entre la vie et la mort. C'est présent chez Kendrick, et c'est aussi le message de High, qui est un autre single, qui était le premier single de l'album. Un appel à l'amour de soi-même, un titre dans lequel Kendrick se promet d'emmener les siens avec lui sur le chemin de la victoire et d'une forme de liberté. Dans le clip de High, justement, on voit Kendrick danser dans la rue, rejoint par de plus en plus de personnes à mesure qu'il avance. C'est un clip, moi, qui m'a beaucoup marqué. La première fois que j'ai entendu High, sans le clip, j'avais détesté le morceau. Ce qui me semble fou aujourd'hui, parce que c'est un morceau que j'adore, mais j'avais pas compris le single. Après Good Kid, Mad City, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi entraînant, et je pense que j'avais pas compris la puissance du morceau. Et le clip m'a complètement conquis, et d'ailleurs, je trouve magnifique, mais m'a même aussi rappelé un autre clip très important dans la musique noire américaine, celui de God Till It's Gone de Janet Jackson avec Q-Tip, où je trouve qu'il y avait quelque chose de similaire dans la manière de filmer les corps, et voilà, je sais pas si c'est un hommage voulu ou pas de Kendrick Lamar, je sais pas s'il en a déjà parlé. Moi, j'avais vraiment vu une forme de lien entre ces deux morceaux, qui n'ont rien à voir en termes de sonorité, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez proche, et maintenant c'est un morceau que j'adore. High et All Right sont nés après un voyage en Afrique du Sud, pendant lequel Kendrick Lamar a visité la cellule dans laquelle Nelson Mandela avait été enfermé pendant l'apartheid. Et là, sa perspective sur le monde avait changé. Il s'est dit que si cet homme avait réussi à continuer à être un symbole de lutte et avait pu délivrer des messages depuis une cellule aussi petite et emprisonnée, il devait tenter de reprendre le flanc. Ce qui veut dire que To Pimp a Butterfly, c'est l'album le plus engagé politiquement de Kendrick Lamar. Il devient un peu un symbole de son impact sociétal et le place dans la lignée des grands artistes contestataires comme Curtis Mayfield ou James Brown avant lui. C'est un moment très important dans la carrière de Kendrick Lamar. Et c'est un peu paradoxal puisque lui n'a jamais vraiment voulu incarner ce rôle-là. En tout cas, pas avant ça. Mais c'est là tous les symboles de la musique. Elle dépasse parfois son interprète, et All Right est devenu un hymne, tout simplement. Et plus que ça, un cri de rassemblement. Donc si on s'unit, on soutient, et tout finira par aller. C'est le message de la chanson. All Right devient à ce point symbolique qu'elle est placée dans la même catégorie que des grands morceaux contestataires comme, par exemple, A Change Is Gonna Come de Sam Cooke.
Kendrick Lamar, ouais, c'est quand même super beau. On avait envie de se faire un petit. Et donc très rapidement, après quelques mois, To Pimp a Butterfly est comparé à des grands albums de musique contestataire. Et en mai 2015, le sénateur de Californie décore Kendrick du titre d'icône générationnelle. Donc, To Pimp a Butterfly devient un peu à part dans la discographie de Kendrick. Il parle certes de lui-même, mais il réussit à invoquer des thèmes universels. C'est quelque chose qui refera plus vraiment par la suite. Peut-être craintif à l'idée d'incarner de nouveaux formes de leader politique. Son album suivant, Damn, sera un contre-pied. Kendrick y replonge dans ses doutes et déconstruit son image. Pourtant, l'album sera couronné par un prix Pulitzer. C'est un moment important aussi, parce que c'est la première fois que l'institution accorde un prix Pulitzer à un album de rap. Jusque-là, c'était la musique classique ou le jazz qui était récompensé. Donc le jury du Pulitzer récompense Kendrick pour ses textes et sa capacité à invoquer des images dans sa musique, mais aussi pour son engagement. Et là, la distinction, elle a un petit goût amer, parce que Damn est bien moins politique que To Pimp a Butterfly. C'est cet album qui aurait dû logiquement être récompensé. Et le prix divise. Des personnes s'offusquent qu'un album de rap soit récompensé. Et du côté du monde du hip-hop, on s'inquiète d'une forme de récupération institutionnelle. C'est un peu quelque chose qui, de toute façon, plane autour de toute forme de récompense et du rap. C'est des craintes qu'on a aussi en France, avec les victoires de la musique. Mais là, ça s'est vraiment prononcé de manière assez marquante. Kendrick, lui, pendant son discours de remerciement, il remercie le jury, mais il dit aussi que c'est un prix qui aurait dû être remis à des artistes hip-hop il y a longtemps. Et pendant la suite de sa carrière, je pense qu'il s'est toujours un peu demandé s'il était digne de toute cette attention et de ces récompenses. Toujours cette question de est-ce que je suis justement à la hauteur de l'héritage, à la hauteur de mes aînés. Puisqu'on parle de récompense et de Kendrick Lamar, je suis obligé de parler de 2014 et des Grammy, où Kendrick est nommé pour Good Kid, Mad City, qui est clairement l'album qui doit gagner le Grammy du meilleur album rap, et c'est Macklemore qui à l'époque le gagne. Ça avait provoqué un tollé. Macklemore lui-même s'était excusé publiquement auprès de Kendrick Lamar, il a fait un post Instagram mémorable, mais ça montre toujours un peu le décalage entre souvent les institutions et le rap. Et ça me rappelle moi forcément notre pays 1998, on a quand même une des plus grandes années de l'histoire de l'humanité déjà, 98, mais notamment du rap français, j'ai pas dit son nom, mais du rap français, et on a Mano, qui a remporté la victoire de la musique devant NTM, Arsenic, MC Solar et Stomy Bugs. Et c'est une autre histoire. En tout cas, comme souvent avec Kendrick, tout n'est jamais entièrement positif, et les moments les plus fédérateurs, à l'image de Wright, sont en réalité ancrés dans des questionnements existentiels. GNX, c'est un album d'attaque, de conflit, mais il est aussi le symbole des contradictions qui habitent Kendrick et qui émaillent toute sa carrière. Depuis Good Kid, Mad City, en 2012, Kendrick n'a eu de cesse d'explorer son identité, à cheval entre le bien et le mal, l'amour et la paix. C'était le cas sur son album Damn, où dans ses clips et ses chansons, il glissait des références au fait qu'il était en lutte permanente contre la violence qu'il anime, héritée de sa vie à Compton, et d'une malédiction générationnelle ancrée dans le racisme. Il se demandait s'il n'était pas condamné à être brûlé dans les flammes de l'enfer en raison de ce qu'il avait vécu et de ce dont il se sentait coupable. Il brisait l'image du bon gamin, du good kid de ses débuts, et laissait penser qu'il avait fait du mal dans sa vie, sans toujours en subir les conséquences. Damn pouvait s'écouter dans deux sens, de la première à la dernière piste ou de la dernière chanson à la première. Dans un sens, l'album est une progression de la rédemption vers la destruction. Sur le dernier morceau, le père de Kendrick, Kenny, se fait assassiner par Top Dog, le patron du label Kiddy, sur lequel a été signé Kendrick. Sans figure paternelle, Kendrick se fait happer par les rues de Compton et s'autodétruit. Dans l'autre sens de lecture, c'est l'histoire inverse qui est racontée. C'est aussi l'époque où il y avait énormément de théories autour de Kendrick Lamar, autour de cet album-là. On racontait même qu'un deuxième album allait sortir qui s'appellerait Nation, que ça ferait un double album qui s'appellerait Damn Nation. Tout ça était faux, puisqu'en fait le double album était presque déjà dans Damn, puisqu'on pouvait y voir deux significations différentes. Cette réflexion donc sur les choix qui déterminent une vie est évidente aussi sur Mr. Moral, l'avant-dernier album, où il tente de se déconstruire et d'exorciser ses péchés liés à ces addictions dont il parle à cœur ouvert. Sur GNX, il se plonge dans les mêmes questionnements. On dirait que le démon qu'il poussait dans sa chanson You, sur To Pimp a Butterfly, à se noyer dans l'alcool et à se haïr lui-même, revient toquer à la porte. Morceau crispé, mais assez central aussi dans To Pimp a Butterfly. Le conflit avec Drake a marqué 2024, on en a tous parlé, évidemment, mais aussi replongé Kendrick dans ses vieilles habitudes et dans des choses desquelles il essaye de s'extraire. Il a gagné le combat, certes, mais à quel prix? Il a cédé à la tentation de défendre son territoire et sa réputation face aux attaques de Drake.
Mais est-ce que ça ne fait pas de lui un homme faible? N'aurait-il pas dû s'élever au-dessus de tout ça? C'est là toute la complexité de ce dernier album. C'est certes un album plus direct dans ses couleurs instrumentales et ses textes, plus facile à appréhender que Mister Moral par exemple, mais c'est aussi un album qui n'avait peut-être pas prévu de faire, ou qui est ancré dans des choses qu'il tente de laisser derrière lui. C'est le message de la chanson Reincarnated, où, comme souvent quand Kendrick doute, on entend planer le fantôme de Tupac. No man separate. Au-delà du mimétisme avec le morceau de Tupac, c'est un titre, Reincarnated, qui est très central dans le dernier album de Kendrick. Pendant 3 couplets, il se réincarne en 3 personnes différentes. La première, c'est un artiste de blues qui grandit dans la pauvreté et le racisme, qui obtient le succès, mais qui se sent seul, qui finit par manipuler le monde grâce à l'argent qu'il a gagné, et qui est tué par ses vices et ses tentations. Deuxième personne, c'est une chanteuse, adulée, mais accro à la drogue, et qui finit par mourir d'overdose. Et la troisième, c'est Kendrick Lamar lui-même, qui se présente comme une extension des autres artistes avant lui, et qui a l'occasion, justement, d'inverser le destin. Il choisit de se dédoubler pour créer un dialogue interne sur la dernière partie de la chanson. La voix, qui a l'air d'être celle de Dieu, le met face à ses contradictions. Kendrick se défend, en tentant de montrer tout le bien qu'il a fait dans sa carrière. Il affirme être un homme de paix, mais Dieu réplique qu'il est surtout un homme qui aime la guerre. On dirait que Kendrick fait la liste de tout ce qu'il a accompli pour se persuader qu'il a vaincu une forme de malédiction. Mais ça ne fonctionne pas vraiment, car Dieu lui montre qu'il s'est rendu coupable de vengeance, de fierté mal placée, d'ego, et qu'il ne réussit pas à pardonner. J'ai remis mon oreille. Pour les gens qui me proposent. L'exemple parfait intervient quand Kendrick dit « J'essaye de promouvoir la paix à Los Angeles ». Et Dieu lui répond « Mais tu aimes la guerre ». Kendrick se défend, incapable de réaliser ce que dit Dieu, mais il finit par abdiquer. La chanson se termine sur un message d'espoir, où Kendrick promet de vivre désormais en harmonie et de faire le bien partout où il passe. GNX donc pourrait être un moment charnière dans sa carrière. Comme si Kendrick, après être entré en conflit avec Drake, un artiste auquel il a cessé d'être opposé dans sa carrière, en avait fini avec la violence et la vengeance et s'apprêtait à devenir un homme nouveau. Mais pour ça, il a besoin de faire la paix avec son passé, et ce pardon passe par avouer ses erreurs. Load up the Pro Tools and press. Écoutez un extrait de The Art Part 6, morceau exceptionnel du dernier album, mais si on envisage GNX dans son ensemble, une chanson comme celle-ci n'a pas grand-chose à faire dessus. De prime abord, c'est pas un album d'introspection, comme a pu l'être Mister Moral 2 ans avant. C'est pas non plus habituel de voir un épisode de la série de The Art être présent sur l'album. Généralement, ce sont des morceaux qui sont dévoilés avant l'album. En plus, Drake avait sorti un clash qui s'appelait The Art Part 6, donc on avait du mal à imaginer qu'un morceau comme ça aurait pu figurer sur l'album. Mais justement, cet album, c'est l'occasion pour Kendrick de se réapproprier son histoire et de faire table rase du passé. Il écrit ce morceau comme une rétrospective de ses débuts et rend hommage à toutes les personnes qui en ont fait partie. On est plongé dans l'atmosphère du premier studio du label Top Dog, localisé dans la maison de famille de Top Dog, donc un ex-gangster de Watts reconverti en patron de label. On y croise Ab-Soul, le modèle de Kendrick quand il était plus jeune. On y croise J-Rock, la première star du label. On y croise Schoolboy Q, ex-membre des Crips devenu une tête d'affiche du rap américain. On y croise Soundwave, l'homme à qui Kendrick confie la production de ses albums. On suit leur route vers le succès, leurs galères et leurs espoirs. C'est une chanson pleine de nostalgie, mais aussi habitée par des regrets. À partir de son album Mister Moral, Kendrick Lamar n'est plus signé sur la label TDE. Son départ avait fait couler beaucoup d'encre et même certains affirmaient qu'il y avait un clash entre Kendrick et TDE, alors que ce n'était pas le cas en réalité. C'est un extrait du morceau Say What's Up, qui est un morceau sur lequel figurait tout Black Hippie. Black Hippie, c'est le nom du collectif donc composé de Kendrick Lamar, Schoolboy Q, Ab-Soul et J-Rock. J'étais un peu nostalgique, j'avais envie qu'on se réécoute ce morceau, vu que Kendrick parle de tout ça. Donc il n'y a jamais eu de clash avec TDE, mais ça ne signifie pas que Kendrick n'a pas commis d'erreur. Sur ce morceau, donc ce Art Part 6, et sur GNX d'ailleurs, il tente de se faire pardonner, et avoue qu'il s'est laissé déborder par ses ambitions et son manque de communication. Comme si, après la guerre et la violence du conflit avec Drake, il voulait faire son mea culpa. Et GNX, c'est un album bilan de la carrière de Kendrick Lamar, où il se replie donc sur ses racines et se plonge dans le passé pour éclairer l'avenir, une tournure d'esprit qui passe aussi par le choix des invités. À son niveau de notoriété, on peut aisément penser que Kendrick Lamar peut inviter à peu près qui il veut sur ses albums. Surtout après les 2024 qu'il a fait, surtout quand on sait qu'il va hoster le Super Bowl dans quelques jours maintenant. Mais, à l'exception de SZA, qui est une proche, et de Roddy Ricch, il n'y a pas de gros noms
sur la tracklist de GNX. Au contraire, c'est plusieurs artistes qui sont encore confidentiels, issus du rap de Los Angeles. Les deux les plus symboliques, c'est sûrement Wally the Sensei et Ita J3. Donc Wally, c'est un chanteur et rappeur de l'ouest de Compton, la zone dans laquelle Kendrick a grandi. Ita, c'est une sorte de fil rouge de sa carrière. C'est le cousin du meilleur ami de Kendrick Lamar, Lil L, qui est le bras droit de Kendrick. Ita, il est affilié au Pyrrhus de Compton. Je vais la refaire, pardon. Ita, il est affilié, non pas affalé. Ita, il est affilié au Pyrrhus de Compton. Et il est le symbole de la Mad City, justement, dont Kendrick parle depuis ses débuts. C'est aussi la métaphore de la vie passée de Kendrick. Une vie où ses proches meurent ou sont envoyés en prison. Kendrick mentionne souvent Chad, un de ses meilleurs amis, proche d'Ita J3, mort à Compton alors que Kendrick commençait à peine sa carrière. Il était aussi un des meilleurs amis du rappeur J-Man, frère de Ita, envoyé en prison pour 30 ans après un braquage qui a mal tourné. Voilà l'environnement dans lequel Kendrick a grandi. La présence d'Ita J3 et de Wally the Sensei sur GNX, ce ne sont pas qu'une histoire d'artistique. D'ailleurs, on va pas se mentir, leurs couplets et refrains sont un peu anecdotiques. Mais leurs apparitions renforcent la symbolique de l'album et en disent beaucoup sur ce que Kendrick essaye de véhiculer. Elles permettent aussi de faire une boucle avec la pochette de To Pimp a Butterfly. Cette cover, c'était un peu le pop-out show avant le pop-out show. On y voyait des hommes, cover mythique, on y voyait des hommes et des enfants, tous issus de Compton, posés devant le symbole du pouvoir américain, la Maison Blanche. Et Ita J3, justement, était au premier plan de cette photo. On le voit tenir une bouteille d'alcool dans une main et une liasse de billets dans l'autre, agenouillé au-dessus d'un juge mort. Kendrick avait justement voulu célébrer sa ville d'enfance et toutes leurs contradictions. Il avait fait affréter plusieurs vannes aux vitres teintées qui étaient partis récupérer les personnes présentes sur la cover sans leur dire où elles allaient. Ils étaient arrivés dans un grand studio de photos de Los Angeles pour faire un shooting. Et Kendrick leur avait simplement donné comme consigne d'être eux-mêmes et de ne rien s'interdire pendant le shooting. Pour son deuxième album officiel, donc un moment où la pression se faisait ressentir après un premier album considéré comme un classique, Kendrick avait tenu à ce que Compton occupe les premiers plans. Et il fait la même chose sur GNX avec la présence de ses artistes. À Compton, Kendrick Lamar et les siens ont été victimes du racisme institutionnalisé et de la prolifération du trafic de drogue dans les zones isolées des États-Unis pendant évidemment la présidence de Ronald Reagan dans les années 80. La ville, habitée par les Blancs, a été désertée après l'arrivée massive d'une population noire consécutive au développement des politiques de logement à loyer modéré. Les premiers gangs de la ville, d'ailleurs, étaient constitués de personnes blanches qui se réunissaient pour chasser les nouveaux arrivants. Les gangs que l'on connaît aujourd'hui, les Crips et les Bloods, ont commencé à se former en réaction à ces attaques. Kendrick, Ita, Wally sont les bébés engendrés par le racisme, la violence endémique, les logements mal conçus et les opportunités économiques limitées. C'est d'ailleurs un des messages de la chanson West Theory parue sur l'album To Pimp a Butterfly. Morceau extraordinaire, en featuring avec George Clinton, un des pères de la funk, de Parliament des Funkadelics, avec Thundercat sur le morceau, un artiste symbole de la richesse musicale de Los Angeles, morceau produit entre autres par Flying Lotus, autre californien très important. Sur ce morceau, Kendrick utilise le symbole de l'acteur Wesley Snipes, qui a été rattrapé par le fisc américain alors qu'il doit des millions de dollars aux impôts. Sur ce morceau, Kendrick se promet de ne pas abandonner ceux avec qui il a grandi et qui ont été marginalisés. Il s'interroge aussi sur son comportement, maintenant qu'il est un homme riche, et se demande si son pays attend de lui qu'il se comporte violemment, comme un homme de Compton est censé se comporter selon les clichés. Sur la deuxième partie de la chanson, c'est la voix de Lucifer qui parle, comme une métaphore de l'Amérique de Reagan. Elle essaye de le corrompre et de l'acheter, à l'image des anciens esclaves d'ailleurs, à qui on avait offert 40 axes et une mule après l'abolition de l'esclavage, comme si cela allait réparer des décennies d'oppression. Quel morceau incroyable. L'intro donc de To Pimp a Butterfly. Toute l'imagerie donc de ce dernier album est ancrée à Compton, notamment ce qui le précède, le clip de Not Like Us. Pour mettre en image le moment fort de son bif avec Drake, Kendrick choisit de filmer dans des endroits symboliques de Compton et d'inviter toute la ville à le rejoindre. Il y capte des séquences devant la mairie de Compton, près d'où il a grandi, mais aussi devant le fameux Times Burger dont on parlait plus tôt. En arrière-plan, on reconnaît ses amis d'enfance, dont Ita J3, le fameux. Donc c'est pas seulement Kendrick qui défait Drake, mais tout Compton, et symboliquement, tout Los Angeles. GNX est donc aussi un album de fierté et d'unité, qui célèbre non seulement un des berceaux du gangsta rap, mais aussi toute la côte ouest. Life goes on, honey. En dehors d'être un des hits de 2024 et de ce début d'année 2025, la chanson Squabble Up, donc on vient d'entendre, et son clip sont un résumé de l'histoire du hip-hop à Los Angeles. Il y a des références à Nate Dogg, au mouvement Hi-Fi, un hommage au film Menace to Society, à l'album Power d'Ice-T,
des mouvements de danse typiques de Los Angeles et des apparitions de rappeurs locaux, entre autres choses. On y voit aussi le chanteur et producteur de soul Isaac Hayes, légende, habillé comme il était pendant le concert Wattstax en 1972 dans le quartier de Watts, là où le label TDE s'est formé. Kendrick donc présente un patchwork de ses influences et de ce qu'il a construit, le tout dans un seul décor où les symboles se succèdent. Isaac Hayes. Pourtant, il y a une chose qu'il ne mentionne pas, directement en tout cas, mais plutôt dans sa manière de rapper, c'est l'héritage d'un rappeur assassiné il y a peu de temps à Los Angeles, Drakeo the Ruler. C'est quand même quelque chose d'assez important, je trouve, dans la dernière version du Kendrick rappeur. La cadence, la manière de faire sonner les syllabes, la nonchalance, l'aspect murmuré de certaines lignes de texte, voire même l'argot de Drakeo, se retrouve dans bon nombre des dernières chansons de Kendrick Lamar. Le problème est que Kendrick ne le cite pas, jamais, alors qu'il le fait frontalement avec d'autres références. Dans la foulée de la sortie de GNX, quelques voix fusent justement pour pointer du doigt ce manque de transparence. Où se situe la frontière entre hommage et copie? GNX est-il simplement un album qui met en avant le nouveau son de la côte ouest, en empruntant des éléments à Drakeo the Ruler et en invitant des artistes locaux, ou bien c'est l'album d'un homme qui vampirise tout et se rapproprie le travail des autres? Ironie du sort, cette propension à absorber les tendances du marché et à les remodeler a été reprochée de nombreuses fois à Drake, l'homme à l'origine de la sortie de cet album. Drake d'ailleurs qui avait fait un feat avec Drakeo the Ruler de son vivant. C'est intéressant, et c'est même quelque chose que je ne comprends pas moi, pourquoi Kendrick ne mentionne pas Drakeo the Ruler plus ouvertement, alors que c'est évident que son ombre plane dans les derniers couplets et flots de Kendrick Lamar. Pour conclure un peu cette première partie, parce qu'après on va discuter, si vous le voulez, la discographie de Kendrick Lamar, on peut dire qu'elle marche en duo. Section 80 et Good Kid, Mad City sont tous les deux une exploration de la jeunesse de Kendrick Lamar et ses semblables. Section 80 est ancrée dans l'expérience du racisme aux États-Unis et les conséquences d'une vie passée dans les logements classés en section 8, une politique de logement censée encadrer les loyers dans les zones les plus défavorisées et le symbole de tout ce qui ne tourne pas rond aux États-Unis. Good Kid, Mad City, lui, c'est une sorte de TripAdvisor de la vie de Compton et une immersion à travers les yeux d'un jeune homme qui tente de comprendre son monde. To Pimp a Butterfly et Mr. Moral sont des albums où Kendrick se met face à ses propres contradictions et se demande s'il est digne de l'attention qu'on lui porte. Ce sont des albums thérapie, critiques, à plusieurs niveaux de lecture, qui ont à la fois valu à Kendrick les honneurs, mais l'ont aussi enfermé parfois dans une case de rappeur intello. Et après chacun de ces deux albums, Kendrick a voulu rappeler qu'il savait aussi rapper sans se prendre la tête, Dem, donc après To Pimp a Butterfly, et GNX, après Mr. Moral. GNX se rapproche de Dem dans cette volonté de plus direct et instinctif. C'est ce que tout le monde, en tout cas, a dit et a ressenti après ces deux albums. Et pourtant, on a essayé de le voir, GNX est quand même un album conceptuel. Il progresse d'une déclaration de guerre sur le premier morceau à une déclaration d'amour sur Gloria. On dirait qu'il est finalement incapable de faire un album sans y glisser des messages cachés. Mais cette dernière sortie est aussi le symbole d'un artiste qui peut, peut-être mieux que jamais en tout cas, réussir à jouer sur plusieurs plans. Il s'ouvre aussi vers l'extérieur. Après des années à explorer ses traumas, il puise sa force dans la nouvelle scène de Los Angeles, qui lui ouvre de nouvelles perspectives et lui redonne l'envie de créer et de se battre. Alors qu'on sait que les prochaines aventures de Kendrick Lamar devraient se faire au cinéma, avec la sortie de son premier film en collaboration avec les créateurs de South Park, il vient peut-être, avec GNX, de donner naissance à une nouvelle version de Kendrick Lamar qui a désormais fini de faire son bilan et a laissé ses ennemis dans le rétroviseur. I see dead people. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été... Merci beaucoup, vraiment. C'est, je pense, pas évident d'essayer de synthétiser la vie de Kendrick Lamar, qui est quelqu'un de encore relativement jeune, mais qui a fait tellement de choses. On a essayé de le faire, et je dis on parce que j'aimerais citer quelqu'un qui est dans la salle, mais je ne sais pas où il est. C'est Nicolas Rogès, qui a écrit un livre sur Kendrick Lamar, de Compton à la Maison Blanche, un livre brillant, sûrement une des meilleures œuvres, en tout cas françaises, qui a été faite sur Kendrick Lamar. Et donc il a été très important dans l'écriture de ce texte. Donc, si on peut... Je déteste pas, voilà. Est-ce qu'on peut être exploité sur Nicolas Rogès? Je sais pas où il est. Ah, il est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci à toutes les personnes d'avoir répondu présentes. Même si je sais que vous êtes venus parce que c'est gratuit.
Et c'est le moment, en tout cas, moi j'ai du temps, j'espère que vous en avez aussi, pour discuter. Si vous avez des questions, des remarques, pas d'insultes, j'en ai marre, j'en prends trop en ce moment, mais plutôt des remarques, des éléments de discussion, ben, c'est le moment, n'hésitez pas, vraiment. Et s'il nous reste un peu de temps après, il y a un DJ set d'ailleurs, qui a été fait par Noomzy, qui sera disponible lui aussi en replay, et qu'on pourra mettre après s'il nous reste un peu de temps. Je crois qu'il y a des gens, il y a un micro qui doit passer. Ah, Anthony, ça va? Ça va, Mehdi? C'est les questions que je connais en fait. Petite question par rapport à ce que... Alors c'est plus pour un futur proche. Tu nous as dit qu'il avait deux grandes faces, qu'il a alterné en fonction des albums. Quelle face tu penses qu'il va présenter au Super Bowl? Je pense que ça va être la face, à mon avis, beaucoup plus... Je pense pas qu'on va avoir un show thérapeutique. Je pense pas. Je pense que ça va être un show triomphal. À mon avis, je pense que c'est ce qu'on a envie d'avoir. Moi, j'aime les deux Kendrick, vraiment. Et encore une fois, mon album préféré, c'est To Be Butterfly. Donc c'est le plus thérapeutique, même s'il y a des hits, on l'a vu, et quelques-uns de ses plus grands hits. Et je pense que le Super Bowl, ça doit être une célébration de Kendrick Lamar. Et c'est intéressant que tu parles de ça, parce que quand il a été annoncé, outre le timing, le fait que, bon, voilà, après le clash, bon, tu vois, ça a généré beaucoup de discussions. En fait, j'ai eu cette réflexion, on en parlait avec Nicolas tout à l'heure, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas tant de hits que ça, Kendrick, par rapport aux énormes pop stars. Et en fait, c'est faux, il y en a énormément, en fait. Et parce qu'on a un peu cette image-là du Kendrick lyriciste, conscient, engagé. En fait, depuis le début de sa carrière, il y a des hits, même Swimming Pools, par exemple, qui est un morceau dur dans le fond, mais qui est un hit, en fait. Donc, il a assez de morceaux pour faire un show spectaculaire. Donc, je pense que c'est ce qu'on va avoir au Super Bowl. On a mis un morceau de You pendant ce show. S'il fait You au Super Bowl, catastrophe, quoi. Donc, mais non, je pense qu'on va avoir des bangers. Bonsoir. Plusieurs questions. Déjà la première, 2024 était une grosse année pour Kendrick en termes de domination depuis déjà le featuring avec Future sur Like This, le Super Bowl, Like That, pardon, le Super Bowl, les dominations Grammys, etc. Est-ce que déjà on peut le mettre son année 2024 parmi les années où un rappeur a vraiment dominé toute une année, comme par exemple je prends 50 Cent 2003, DMX 98 ou Tupac 96. Et deuxième question, est-ce que du coup l'ère GNX comme vous voulez, peut être Dis mieux que moi. Hein. voilà, peut être représentée comme l'ère la plus importante dans sa carrière? Parce qu'on sait qu'il y a une ère très importante après Good Kid, Mad City, où bien évidemment l'album cartonne. Il y a les featuring aussi en 2013 où il apparaît, il y a aussi le freestyle aussi sur le BET Pop Awards, où il rappe sur Shook Ones, la défaite contre Michael Moore, etc. Il y a cette période-là où il passe sur To Be Butterfly. Mais est-ce que GNX, du coup, est une ère peut-être plus importante où on sait que l'album GNX, comme je pense que tu l'avais déjà dit sur une vidéo, où tu les compares un peu à Machiavelli, The Don, Illuminati, c'est une théorie où Herman il fait ce qu'il veut sur cet album-là. On a l'impression qu'il ne... C'est pas vraiment un album conçu pour être un album, mais un album pour rétablir la domination de son année. Voilà. C'est pas moi qui avais dit ça, mais je trouve que c'est une bonne comparaison. C'est pas moi qui avais comparé l'album à Machiavelli. Il l'avait dit, mais je suis Non, d'accord en avec tout cas, la personne qui l'a dit, à mon avis pertinent, mais c'est pas moi. Je vais pas m'approprier cette comparaison-là. Par rapport à la première question, je sais pas si... C'est toujours un peu dur, tu vois, de savoir... de savoir ce qui sera dit dans quelques années, parce que tu fais des comparaisons intéressantes avec 50, avec DMX. Il y a quelque chose de marquant avec ces années-là, c'est que les albums en question sont des cartons commerciaux. L'année 98 DMX, c'est n'importe quoi, et aussi des albums qui sont vus comme des classiques. Je sais pas, moi j'aime beaucoup GNX, c'est l'album que j'ai le plus écouté en 2024, alors qu'il est sorti en fin d'année. Je sais pas si ce sera un classique. C'est un peu tôt, et je vois beaucoup de gens dire, mais est-ce que vous l'écoutez encore? Est-ce qu'il y a tant de morceaux que ça, finalement, qui resteront? Je sais pas. Moi, j'aime beaucoup l'album, mais je sais pas si l'album... Moi, je pense pas. Moi, je pense pas non plus. En fait, je pense pas non plus. Parce qu'il m'empêche pas d'aimer l'album, mais je suis pas sûr que dans la culture, entre guillemets, tu vois, il y a énormément... Not Like Us, évidemment, c'est un classique, c'est déjà un des plus grands diss tracks, y a pas de problème. Et finalement, tu vois, Squabble Up qu'on a écouté, c'est un peu une redite de Not Like Us, quelque part. Donc cet album-là, en tout cas sur lequel, à bien des égards,
il reproduit un peu la formule Not Like Us, il surfe un peu là-dessus. Il le fait brillamment. Alors, moi, j'adore l'album. Et donc, je suis pas sûr que l'année 2024 de Kendrick, même si elle est dominante, et ça c'est incontestable, c'est l'homme de l'année, est-ce qu'on en parlera dans quelques années comme une année aussi brillante que celle que tu as citée? Je suis pas sûr, à cause de l'album. Qui, à mon avis, sera moins marquant que Pedri Jordan Train ou Dark Analysis, tu vois. Peut-être que je me trompe et on verra. Et justement, excuse-moi, vu que du coup le beef avec Drake, justement, parce qu'en fait, je me suis dit, l'album n'a pas été aussi bon que les autres, mais le beef, on va en parler durant des années. Ah ça oui, voilà. Mais regarde, Nas et Jay-Z, on parle plus du clash que de Stigmatic, par exemple. Et peut-être que GNX, c'est comme Stigmatic pour Nas. Un très bon album, Ok, ouais. mais pas un de ses... Enfin, si c'est un de ses top albums à Nas, mais tu vois, c'est pas le meilleur. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Et la deuxième question, pardon, et tard pour moi, normalement je dors, c'est aussi. On parle pas même moi aussi. Non, est-ce que du coup, l'ère GNX Ah oui, oui. est l'ère plus important? Parce que pour moi, en tout cas, mon ère préférée, c'est Good Kid, Mad City et... Parce que t'es nostalgique. T'es nostalgique. Enfin, après, c'est mon album préféré, moi, Good Ah Kid. ouais, bien sûr. Parce que du coup, son côté autobiographique, son côté visuel, on va dire, qui est proche pour moi, qui ressemble beaucoup à Ready to Die de Big. Voilà. Et du coup, voilà. Mais Ouais. que GNX, du coup, peut-être qu'on en parlera plus cette année avec la victoire contre Drake. Oui, oui, je pense que c'est ça qui restera. Après, je pense que c'est, en tout cas, je sais pas si c'est l'ère la plus importante, c'est toujours compliqué à dire, mais je pense que les grands artistes, ils ont plusieurs éras, justement. Tu vois, Jay-Z, il a plusieurs éras. Tupac aussi. Bref. Lil Wayne aussi. Et je pense qu'en fait, en tout cas, c'est une ère super importante, et c'est surtout celle qui, tu vois, je vais pas dire qu'il était dos au mur, Kendrick, parce qu'en vrai, Mr. Moral, c'est pas un flop, mais un peu quand même. Tu vois, ça n'a pas été un carton commercial, c'est un homme qui n'a pas été tant compris que ça par une grande partie de son public. Donc c'est un peu comme s'il était dos au mur, et donc c'est le moment où Kendrick redevient le chouchou de tout le monde. Donc je pense que c'est en ça que c'est une ère importante, et qui, on a vu le Super Bowl, c'est un peu la conclusion de tout ça, et lui permettre de passer à autre chose. Donc plus importante, je sais pas, moi je suis d'accord avec toi, en termes d'album, je préfère 2012-2015, mais je pense qu'en tout cas c'est une ère importante parce qu'elle le remet en position dominante, ce qu'il n'était plus vraiment après Mr. Moral. C'est un peu comme, juste pour conclure, désolé, c'est un peu comme Damn, et du coup, pour moi, Damn, parce que, en fait, il n'a pas été un succès commercial, tu peux Butterfly, il a un très gros succès critique. Et Damn a été énorme. Et justement, je pense que c'est la même chose aussi avec GNX. Oh ouais. Il arrive avec un album où Mr. Moral essaye quelque chose, il expérimente pas mal de choses, et qu'il arrive avec GNX ou Damn, où du coup, le succès commercial est beaucoup plus présent. D'accord, et du coup, pour faire des albums qui marchent, il faut faire du rap, Et donc, pas des morceaux compliqués ou de la pop. Mais je suis d'accord. Moi, il est là. Bonsoir. Pardon, attends, excuse-moi. Je peux enlever l'oreillette, non? Enlever l'oreillette. Non, pas de souci. Bon, déjà, merci pour le masterclass. Moi, j'avais une question. C'est une remarque que je me suis faite pendant que tu parlais. Quand tu parlais du morceau GNX et la présence des featuring, qui était symbolique, en fait. Qui était un symbole fort, mais qui musicalement n'était pas si percutant, en fait. Et du coup, là, je me suis fait une remarque générale et qui va peut-être ouvrir un débat plus général aussi. Je me suis demandé qu'est-ce qu'on peut justement penser de cette initiative-là, en fait, de dépasser la musique pour un artiste, pour favoriser plus un symbole que la musique en elle-même. Parce que, bon, Kendrick Lamar, il aurait très bien pu s'en sortir sans ce featuring-là, j'imagine. Et du coup, est-ce que Kendrick, il a dépassé la musique à ce point, au point de sacrifier, entre guillemets, la qualité musicale pour le symbole? C'est une bonne question. Je pense que la qualité musicale, elle n'est pas vraiment sacrifiée non plus. C'est pas comme s'il avait fait... Non mais c'est pas comme s'il avait fait n'importe quoi, ou il n'a pas ramené non plus des mecs qui savent pas rapper. Maintenant, dans le rap, il y a toujours eu ça. Il y a toujours en fait des pussycuts avec des mecs du coin, avec des potes quoi. Ils sont pas forcément les meilleurs rappeurs. Je pense que c'est le cas dans tous les groupes. À citer de nom, mais je veux dire, il y a, dans tous les groupes de rap, français ou américains, il y a parfois le cinquième membre qui est pas le meilleur, mais qui est là, et qui raconte quelque chose en fait. Et pas... Je vais citer un nom, parce qu'en fait c'est un nom qui à mon avis... Non, parce que c'est un nom que les plus anciens, ça va leur parler tout de suite, et je pense que c'est quelqu'un
injustement reçu des critiques dans sa carrière, en France, c'est Menzo de la Funky Family. Parce que, en fait, il est critiqué parce que Menzo, il rappe avec le Raluciano, Sat, Don Choa, donc des très très bons rappeurs. Et donc Menzo, il a souvent été vu comme ouais, la cinquième roue du carrosse et le mec qui est là pour remplir les morceaux. Quoi. Et en fait, parfois, au milieu, en tant qu'auditeur, au milieu de rappeurs un peu prodigieux techniquement, j'aime bien avoir quelqu'un qui vient et qui rappe simple, et qui rappe juste des choses brutes et crues. Dans la Mafia Cafri, je pense à Céline du 9-4 par exemple, qui arrivait vraiment avec des couplets presque rudimentaires, mais en fait qui parfois peuvent faire du bien. Est-ce que je vais écouter un album entier? Je sais pas. En tout cas, donc pour moi, c'est pas plus que sacrifier la musique, c'est presque plutôt une composante du rap. Les Pussycut, inviter des gens du coin, inviter des gens qui traînent en studio avec nous. Il y en a toujours eu, et même sur quelques-uns des plus. On parlait de Tupac. Tupac, c'est ça. Tupac, son groupe, c'était les Outlaws. Et dans les Outlaws, il n'y avait pas que des grands rappeurs. Il y avait des mecs qui rappaient bien, mais c'était pas c'était pas Tupac, quoi. D'ailleurs, c'est un groupe où tous les mecs avaient des noms de dictateurs. Donc déjà, c'est pas le temps de payer pour avoir des carrières en solo. Et donc, pour moi, ça fait plus partie de presque pas du folklore, mais en tout cas du décorum du rap, d'avoir aussi des gens qui sont pas que des grands rappeurs, mais qui font partie en tout cas qui racontent quelque chose sur la musique et sur ce qu'on a envie de défendre. Merci. De rien. J'intercepte. Bonsoir tout le monde, bonsoir Mehdi. J'ai une remarque et une question. La remarque, c'est sur To Pimp a Butterfly. En ayant un peu analysé l'album, moi ce qui m'a marqué au niveau des producteurs, c'est que c'est tous des enfants directs ou indirects de Jay Dilla. Et d'ailleurs, en fait, un jour, je me suis fait la réflexion et j'ai tweeté du coup que s'il avait été vivant, Jay Dilla aurait été sur To Pimp. Et c'est en lisant le livre Dilla Time de Dan Charnas que j'ai justement appris. Incroyable livre. Très bon livre. Redisons aussi pour tout le monde Dilla Time, donc Dan Charnas, qui est un livre autour de Jay Dilla, qui est vraiment, qui n'a pas été traduit en français, je crois. Pas encore. Mais en tout cas, qui est vraiment super si vous lisez l'anglais et que vous voulez en savoir plus sur Jay Dilla. Oui. Et c'est un beau livre en plus. Très beau livre, ouais. Il est même en édition de poche. Bref. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai eu cette réflexion, puis je suis arrivé de manière assez surprenante sur ce passage-là du livre qui disait que les Robert Glasper, Terrence Martin, Thundercat, Flying Lotus, Knowledge, qui sont tous, surtout Pimp a Butterfly, qui sont des élèves de Jay Dilla. Et du coup, ce qui m'amène à dire que ce que j'apprécie moi chez Kendrick, notamment sur cet album, c'est comment il rend hommage à toute la musique noire américaine. Et pour moi, cet album-là, les gens en parlent peu, mais c'est un hommage total aux Soulquarians, qui est dans mon livre le plus grand collectif de l'histoire de la musique. Il me semble qu'il y a Bilal sur l'album, même plusieurs fois, c'est pas un hasard. Et du coup... le morceau This Walls, c'est un morceau Soulquarians à fond, c'est un morceau de J.D. à fond, et je suis entièrement d'accord avec toi. Et justement, je vais peut-être éclairer sur quelque chose, tu me diras ce que tu en penses. Tu parlais de Got Till It's Gone de Janet Jackson et Q-Tip. Q-Tip, il est dans Soulquarians, et il y a tout un débat dans le hip-hop, à savoir est-ce que ce morceau a été produit par J.D. là ou pas. Et du coup, peut-être que le fait que la prod de High t'ait fait penser à ce morceau-là est peut-être lié à ce fait-là. Donc voilà. Et ma question, c'est... Et ici, en fait, prends ma place. C'est mon objectif de vie. Mais du coup, pour aller plus loin, justement, parce que là où j'allais en venir, c'est que toi et moi, je pense qu'on partage une passion pour les tops. Les tops, oui. Les tops, ouais, exactement. Et ce que j'aime bien tweeter, donc j'ai tweeté une autre avant la sortie de GNX, que si Kendrick sortait encore un ou deux albums du calibre de ce qu'il avait déjà sorti, je voyais difficilement comment on peut pas le mettre top 3, top 5, top 3, voire la place du GOAT. Et je voulais savoir, toi, aujourd'hui, quand tu regardes sa carrière, où est-ce que tu le places, dans la mesure où, si on prend tous ses albums, il n'y en a aucun qui est mauvais. Et avec tout le respect que j'ai pour Jay-Z, Nas, Lil Wayne, Snoop Dogg, il y a des creux. Et donc voilà, bref, c'est ça ma question. Désolé. Okay. Tu veux que je dise que Kendrick est le GOAT en fait? Non, je suis curieux d'avoir, par exemple, je suis curieux de savoir, toi qui écoutes du rap depuis si longtemps, à mesure qu'il est sorti des albums, est-ce que sa place a évolué ou pas, et est-ce que à la sortie de GNX ça a changé ou pas? Non, mais en fait, notamment, pardon, j'ai oublié de mentionner, mais aussi le fait qu'il gagne ce clash de manière aussi fracassante, pour moi ça joue aussi. Oui, je suis d'accord. En fait, moi je dis la vérité, avant le clash et avant GNX, je mettais déjà Kendrick dans
dans la discussion en tout cas. Parce que après, il y a toujours une question de longévité. Il y a déjà une longévité, il a déjà là depuis longtemps. Mais c'est toujours compliqué, de comparer à des gens qui ont 20 ans, 30 ans de carrière et qui sont encore là, en fait, qui sont encore pertinents. Alors, je trouve que c'est toujours un peu dur aussi de comparer les époques. Je fais comme toi, je fais des tops tout le temps, donc je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire, mais je pense qu'en réalité, et c'est valable dans tout, dans le cinéma, dans le foot, dans le rap, dans tout ce qu'on aime et d'autres choses, mais c'est très compliqué de comparer les époques. Parce qu'on rappe pas de la même manière, on produit pas de la même manière. Je sais que il y a des personnes, tu leur fais écouter Ready to Die, dont tu parlais tout à l'heure de Biggie, ils vont trouver ça inaudible. Parce que les prods ont... Non mais parce qu'ils n'ont pas grandi avec ce son-là, avec ces prods-là, tu peux pas les blâmer. Moi, tu me fais écouter Public Enemy, j'aime pas. Pourtant, c'est ultime en termes de production, ce qu'a apporté le Bomb Squad, etc. J'ai du mal à écouter un album de Public Enemy. Donc, à partir de là, où moi je dis ça, je peux entendre que quelqu'un me dise, franchement, Biggie, j'aime pas trop. Tupac, je capte pas trop. Tupac, je trouve ça un peu plus bizarre parce que je trouve les prods qui disent bien, tu vois, c'est très mélodieux, etc. Mais... Donc, là, c'est compliqué. Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce que Kendrick, il peut être vu comme le plus grand rappeur de tous les temps? Est-ce que la question se pose? Oui. Oui. Mais moi, je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, c'est largement le mec qui rappe le mieux. C'est le meilleur rappeur de sa génération. Et ça, il n'y a même pas de débat, en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de débat, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Si on parle de discographie et de talent de rappeur, après, sur les époques, c'est compliqué, tu vois. Dans quelle mesure Kendrick, il est plus fort que Rakim, a littéralement inventé une manière de rimer, qui a influencé Nas, qui a influencé Kendrick. Tu vois, c'est toujours un peu compliqué tu vois, est-ce que Zizou, il est meilleur que Pelé? Il dit Zizou 2 fois aujourd'hui. Voilà, mais en tout cas, oui, je pense que, objectivement, oui, ça se place, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Intercepte de nouveau le micro. Bonsoir. Ça reste là-bas le micro, quoi. Je crois que un peu la tableau. Ouais, après on va là-bas un peu, c'est vrai. Tout à l'heure, on a parlé des featuring et le fait de ramener un peu My People et Los Angeles sur la carte. Et au Super Bowl, on a normalement l'annonce de SZA, si je ne me trompe pas. Pour l'instant, il n'y a que elle, ouais. Il y a Schoolboy qui a annulé sa venue à Paris quand même, qui a reporté. Est-ce que ce serait pas l'occasion de ramener Black Eyed Peas, voire de lancer aussi une sorte de carrière alors je sais pas si c'est producteur, si c'est mon label, je sais pas ce qu'il y a à mettre derrière, et de lancer aussi ce que tu disais, de faire monter tous les rappeurs du coin et de Los Angeles. À voir, mais genre moi, franchement, je fais plus trop de spéculations comme ça parce que je suis tout le temps déçu. Je me dis ouais, il va ramener un tel, enfin... Mais oui, j'aimerais bien, moi je suis nostalgique, mais pas parce que c'était mieux, juste parce que c'était une époque, donc de l'époque Black Eyed Peas, de tous ces feats entre Kendrick, Q, etc., Epsol, J-Rock. J'ai une forme de nostalgie, c'est pour ça que je voulais qu'on écoute un extrait de Say What's Up aujourd'hui. Donc oui, ce serait bien, mais en fait, tout dépend de ce que Kendrick va chercher, en fait. Aujourd'hui, Kendrick, là, il est en passe d'être plus gros qu'il ne l'a jamais été. En fait, est-ce qu'il assume un côté presque pop, pas dans le son, mais en tout cas dans la dimension, et du coup, il a presque tout intérêt à y aller le plus seul possible. Au contraire, comme il a fait dans l'album, il revient sur un truc très local, et se dire, ok, c'est moi qui gagne, mais je gagne avec Compton, en fait. Je gagne avec Los Angeles. Enfin, je sais pas ce qu'il choisira de faire, mais en tout cas, oui, enfin, moi, j'avoue que les shows des Super Bowl, etc., enfin, je les regarde, mais je suis pas trop excité que ça. Moi, personne. Là, je l'attends vraiment. Et j'envisage même de veiller et de voir la nuit. Je vais pas y arriver, mais je l'envisage. Que je suis assez hypé par tout ça. Ouais, un peu là-bas. Parce que... je pense que c'est moi qui ai le micro. Ça, pardon. Ici. Là. De l'autre côté. Là-bas, pardon. Salut. Merci pour son intervention qui a été hyper pertinente. On parlait de featuring et notamment de SZA. Qui a été annoncé pour le Super Bowl et notamment avec une tournée avec Kendrick, américaine pour l'instant, je sais européenne. Et certains spéculent sur un album en commun avec Kendrick. Je voulais connaître ton avis là-dessus.
entre deux mondes, le rap et notamment le R&B, qui font des featuring ensemble. Donc voilà. Franchement, j'adorerais en fait, comme tout le monde. Qui ici cracherait sur l'album de Kendrick et... Toi, vous cracherez? Vous n'avez aucun du tout. Pourquoi vous cracherez? Vous voulez que du rap? Vous avez un album de rap là? Ouais, mais sauf je peux pas comparer César et Taylor Swift. Avec tout le respect que j'ai pour Taylor Swift, c'est pas la même musique. C'est deux mondes différents à mon humble avis. Même si Taylor Swift, voilà, mais moi j'irai à contre elle, mais j'irai pas à un concert de Taylor Swift. Quoique, je suis sûr que ça va être bien en fait, ça va être spectaculaire. Ken, j'ai un concert de Taylor Swift ici ou pas? Dénoncez-vous. C'était bien ou pas? Ouais, c'était bien. Ouais, mais toi, t'as une casquette LA en arrière et tout. Et non. Je vois très bien. Je vois très bien dans la qualité. Mais non, oui. J'aimerais beaucoup. En plus, en réalité, je suis en train de réfléchir là. Et évidemment, je vais oublier des choses. Il n'y a pas eu tant de grands albums communs rappeurs R&B. Il y en a un auquel je pensais, et je ne vais pas le citer parce que R. Kelly. Et en plus, c'était pas des très bons albums, ceux avec Jay-Z. Je viens de les citer. Mais parce que c'était un énorme événement à l'époque, genre la rencontre, d'ailleurs ça s'appelait Best of Both Worlds, j'ai tout cité au final. Et c'était pas une grande réussite. Ouais, j'adorerais. En plus, j'ai l'impression que les deux artistes sont un peu, à dire à leur prime, parce que Kendrick, son prime, ça fait un peu longtemps qu'il dure, mais en tout cas, que là, le statut que César a pris, elle est presque sur la même ligne que lui, en vrai. Enfin, peut-être même, je sais même pas si je pense qu'elle a même plus de succès, j'en sais rien, je vais regarder les chiffres. Mais en tout cas, elle est devenue vraiment énorme. Là, la réédition qu'elle vient de sortir, c'est incroyable. Donc, je suis comme toi. J'aimerais bien que ça arrive. Mais franchement, moi, je vais parler comme un vieux, mais j'ai appris avec le temps à pas trop attendre des projets externes. Parce qu'en fait, des fois, on les attend pendant des années et ça arrive pas. Et quand ça arrive, des fois, ça arrive trop tard. Donc, si ça arrive, c'est cool. Et s'ils ont autre chose à faire, ils font de la musique. Mais déjà, le fait qu'ils collaborent aussi régulièrement ensemble, je trouve ça cool. Et peut-être qu'ils font ça et qu'ils vont annoncer un album commun le lendemain. Peut-être. Je le souhaite. Je le souhaite aussi. Moi, je suis contre l'album commun. Déjà. Pardon? Non, je suis contre l'album commun. Oui, j'ai vu la main. Question, quand on parle de la discographie de Kendrick Lamar, on parle souvent de ce qu'il y a entre Section 80 et aujourd'hui. Pourtant, il y a eu plusieurs tapes avant. Bien sûr. Voilà, comme Overly Dedicated. Comme le EP Kendrick Lamar aussi. Voilà, le EP Kendrick Lamar, je pensais à ça. Et ma question, c'est pour toi, quelle place ces tapes ont dans la discographie de Kendrick Lamar aujourd'hui? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, et pourquoi? Et est-ce que tu as des takes sur l'album, des sons que tu as aimés, Ces projets-là, tu veux dire? Ouais, sur les projets avant Section 80. Ouais, alors, je crois que moi, pour être très honnête, je découvre Kendrick avec Overly Dedicated. Ce qu'il a fait avant, je l'ai découvert après, du coup, a posteriori. En fait, Overly Dedicated, j'adore ce projet. J'adore ce projet, mais je trouve qu'il est quand même moins, enfin, c'est normal, moins abouti que Section 80, qui a vraiment une tête de premier album. Et je suis d'accord, en fait, pour moi, le premier album, c'est vraiment Section 80. C'est pas Good Kid, Mad City, Good Kid, Mad City, c'est le premier album en major. Mais Section 80, pour moi, c'est vraiment le début du Kendrick en mode album, quoi. Et donc, j'adore ce projet. Je l'ai beaucoup écouté à l'époque. C'est un moment que je l'ai pas réécouté, pour être honnête. Et en fait, les projets d'avant, je trouve qu'ils sont intéressants à écouter, notamment le EP Kendrick Lamar, le morceau pour Beyoncé, etc. dont je parlais un peu avant la conférence, on en parlait. Donc, c'est des projets que j'aime, enfin, c'est un projet que j'aime bien, comme c'était fait avant, mais c'est moins marquant, je trouve. Mais c'est intéressant à écouter, surtout peut-être pour ceux qui n'ont jamais écouté, parce qu'on retrouve vraiment le côté rookie, en fait. Et je trouve que Kendrick, dès qu'il est arrivé, c'était presque une superstar, en fait. En tout cas, c'était un rappeur accompli. Good Kid, Mad City, quand c'est sorti, c'est déjà un classique. En fait. Donc j'ai l'impression que dès le début, Kendrick, il avait un statut, d'ancien presque. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pas d'ancien, mais en tout cas, d'autorité. Moi, je me souviens vraiment, Kendrick, c'est un mec qui est plus jeune que moi, et je l'écoutais comme si c'était un grand frère. Parce qu'il avait déjà une forme de... Pardon? Il y avait des thèmes très matures déjà. Exactement. Donc en fait, je trouve que l'intérêt de ces projets-là, c'est le côté rookie. Le Kendrick. En fait, si on veut écouter Kendrick jeune, on peut écouter ces trucs-là. Parce que Kendrick, dès qu'il a fait des albums, il était plus jeune dans sa tête. Il avait un truc vraiment très mature et ouais, très adulte. Donc je dirais ça. Mais effectivement, je pense qu'Overly Dedicated, à minima, c'est un projet qu'il faut vraiment écouter. Qui a une très belle cover d'ailleurs. C'était son préféré de ces deux tapes? Kendrick Hippie et... Kendrick Hippie, je crois que c'était vraiment le morceau sur Beyoncé. Non, il y avait un morceau dont j'ai oublié le titre. Oui. C'est sur Section 80, ça. Ouais. Mais belle voix, frérot.
l'impression d'être un mec qui fait du stand-up, c'est qui parle de Non, il y avait un morceau dont j'ai oublié le titre sur le Kendrick Lamar hippie. Il disait qu'il était la combinaison entre Gucci Mane et Common. Et je sais plus ça, mais je trouvais que c'était parfait parce que genre c'est vraiment ça Kendrick Lamar. Donc voilà, il faudrait que je réécoute Over Dedicated pour te répondre juste avec précision. Bonjour. Bonjour, où ça? Pardon, ici. Ah, toi que je regarde? Non, pardon. Juste là. Ah oui, salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Bon. Merci pour la présentation. Avec plaisir. Et alors, si déjà tu as envie de streamer la mi-temps du Super Bowl, je pense que tu auras des spectateurs sur Twitch. Ah, sur Twitch? Ouais, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est je lâche. Moi, je disais juste parce que je suis encore en vie à cette heure-là. Et okay. justement, je voulais revenir aussi sur le Super Bowl, vu que tu parlais dans la présentation du fait que Kendrick avait qu'il y avait beaucoup de critiques sur le fait qu'il ne s'engageait pas suffisamment, qu'il prenait beaucoup d'exemples sur Tupac, qui lui s'engageait aussi énormément d'un point de vue politique. Est-ce que la situation aux États-Unis ne fait pas que le Super Bowl serait l'endroit et le moment parfait pour faire de la contestation? Si. Mais après, je veux pas non plus. Moi, les critiques qu'on a pu faire sur Kendrick, c'est pas forcément celles que moi je veux lui faire. Sur ce côté, il s'engageait pas assez à un moment. Enfin, toujours un peu du mal à demander ça aux artistes, à attendre ça des artistes. Enfin, on peut attendre un engagement, on peut attendre une forme de contestation, mais l'attendre de manière comme si on était obligé de le faire. Là, Kendrick, c'est un grand moment dans sa carrière. Il y a peu de rappeurs qui ont eu ça. Donc Kendrick, c'est toujours un peu un des premiers à avoir, comme le Pulitzer, etc. Est-ce qu'il a envie de faire de ce moment-là quelque chose qui soit avant tout contestataire, avant tout, et pas juste une célébration de sa carrière? Je sais pas. C'est pas ce que je ferais à sa place, moi. Mais peut-être qu'il a juste envie de kiffer et de faire le meilleur show possible, sans forcément penser à Trump et à Elon Musk, quoi. Ouais, bien sûr, mais ce serait pas la première fois. Il y avait eu tout un mouvement de boycott du Super Bowl après la mort de George Floyd. Bien sûr, mais je pense pas que ce sera le cas là, à mon avis. Je pense que là, c'est tellement attendu, c'est tellement important et ça a tellement de signification pour lui, pour sa carrière, pour la Californie. Je pense que s'il y a une contestation, elle se fera peut-être différemment, via un symbole, via quelque chose, mais pas par un boycott. J'ai du mal à y croire en tout cas. Oh oui, non, pas forcément par un boycott. Moi, de manière très transparente, Kendrick fait ce qu'il veut, mais j'ai surtout envie, j'avoue, de voir un grand show de sa part. Toi, tu veux faire la fête? Non, parce que je dis je dormirai, mais j'ai surtout envie d'être content pour lui en fait. Tu vois, et après, s'il fait un truc mortel, il conteste et que c'est génial et que c'est historique, ça restera encore plus dans l'histoire, mais j'ai pas envie, moi, de mettre cette pression-là. C'est ce que je pense, mais voilà, j'ai juste envie que ce soit bien en fait. Et voilà. Ça marche. Merci. Je t'en prie. Et oui, j'ai un peu envie de faire la fête. Bonsoir Mehdi, à ta gauche. À ma gauche. Ouais. Alors on va peut-être me choper à la sortie de France Radio après cette question, mais Mister Moral pour moi c'est un album qui m'a procuré beaucoup d'émotions. Ah non, c'est vrai. Mes albums préférés de Kendrick Lamar, si ce n'est mon album préféré. Et ma question du coup c'est pourquoi tant de boycotts autour de cet album? Pourquoi t'en as même pas tant parlé ce soir? Est-ce qu'il y a vraiment cet engouement en fait de cet album ne vous intéresse pas? Qu'est-ce qui va pas autour de cet album en fait? T'as besoin de parler toi. Mais j'en ai pas tant parlé que ça parce que t'as raison en vrai. Mais le focus c'était JNX en vrai. Et j'ai pas beaucoup parlé de Good Kid, Mad City. J'ai surtout parlé de To Pimp a Butterfly, qui pour moi est vraiment un moment un peu charnière dans sa carrière. Et Good Kid, Mad City, je l'ai pas trop évoqué. Et encore une fois, Kendrick, comme je l'ai dit à la fin, ça pourrait durer beaucoup plus longtemps qu'une heure. Et moi, Mister Moral, je l'ai aimé. Pas au tout début, mais assez rapidement. Parce que je crois qu'en fait, il est arrivé après 3 ans d'attente, de pause en tout cas, qui sortait une période assez particulière, la période d'M, et aussi avant ça ou après ça, la période Black Panther. Qui, on disait, Kendrick n'a pas fait d'erreur, la BO est mortelle aussi, il y a des sons géniaux dessus. Et donc en fait, je pense que moi j'attendais, comme beaucoup de gens à mon avis, notamment beaucoup de fans de Kendrick, j'attendais un Kendrick qui fait pas des hits, mais en tout cas, qui fait un rap
très direct, très instinctif, très brut. En fait, j'attendais presque GNX ou Damned. Sauf que lui nous a pris à contre-pied. Et en plus, ce que je dis, c'est un peu faux, parce que sur Mr. Moral, il y a des morceaux comme ça. Il y a N17, qui est vraiment un morceau de rap. Il y a... Donc, cette analyse-là que je fais, en fait, elle est un peu fausse, mais je pense que on est faussé par le début, par le fait que ce soit un double album, par le fait que ce soit long, par le fait que ce soit conceptuel, par le fait que ce soit à cœur ouvert, par le fait que ce soit très intime. Et je crois que peut-être qu'à ce moment-là, on avait juste envie d'entendre. Et tu vois. Ouais, mais est-ce que par exemple, tu penses que ces albums-là introspectifs, comme Mr. Moral, a pu faire naître des chromatopias de Tyler the Creator ou Chromacopia, je sais pas, mais en tout cas, je pense que Kendrick, et le Kendrick en tout cas en mode thérapie, il a eu un impact évident sur le rap américain, tu vois. Je pense à partir de Good Kid, Mad City en réalité, parce que ça, c'est chez lui depuis Good Kid, Mad City. Donc en fait, est-ce que, et je vais citer des artistes que j'adore, mais est-ce que Vince Staples serait exactement le même sans Kendrick Lamar? Et j'adore Vince Staples, hein. Mais je pense que, est-ce que J. Cole même serait exactement le même sans Kendrick Lamar? Enfin, je pense qu'il y a vraiment un impact sur tout le rap américain des 10 dernières années, en réalité 15 même. Donc, voilà, mais par rapport à Mr. Moral, en tout cas, moi je te rejoins complètement. Et j'entends complètement que ça puisse être le préféré de Kendrick, vraiment. C'est pas le mien, mais il y a des grands morceaux, et surtout, c'est un album qui est... Aujourd'hui, c'est pas pour faire ma promo, j'ai sorti une interview d'Oxmo Puccino. Oxmo, dedans, il dit un truc intéressant, je trouve. C'est lui qui est intéressant, c'est pas moi. Il dit un truc intéressant où il dit faire des morceaux deep profonds, c'est inconfortable. Ça demande, c'est dur à faire. Il faut se mettre dans l'inconfort, il faut aller au fond de soi, il faut puiser en soi, et c'est compliqué. Mais lui, il l'a fait plusieurs reprises dans sa carrière, et c'est ce qui va différencier peut-être un bon album de rap de quelque chose qui a une autre signification. Et je pense que Kendrick, justement, sur cet album-là, il s'est mis dans l'inconfort, et il y a des morceaux qui sont inconfortables à écouter. Du coup, ça, quand t'as pas envie de prendre le temps d'écouter un album, de l'analyser, c'est relou en fait. Et aujourd'hui, on est un peu comme ça. Et tous, je m'inclus là-dedans. Faut que ça aille vite, faut que ce soit évident, faut que ce soit immédiat. Et Mr. Moral, c'est pas immédiat. Même si en vrai, un morceau comme Rich Spirit, par exemple, genre t'as pas besoin de... Genre c'est directement bien, je trouve. Mais je pense que c'est là où l'album, il a péché pour certains. C'est c'est peut-être son album le plus conceptuel en réalité. Donc voilà. Mais je l'aime beaucoup aussi. Même si j'avoue que je l'écoute assez peu. J'avoue. Merci beaucoup. Oui. Moi j'ai une question. Là devant. Là. Pardon. Ah, bonsoir déjà, je Bonsoir. m'appelle Clara. C'était grave bien. Merci beaucoup. C'est une question qui est indirectement liée à Kendrick Lamar. Du coup, 2024, il y a eu le clash avec Drake et tout. T'en as parlé, il rassemble tout comme Compton, tout ça. Et je voulais faire un parallèle avec le rap français. Tu trouves pas qu'il manque des moves un peu hip-hop, genre dans notre game à nous? Même si je sais que nous, on n'est pas trop comme ça. Tu sens, toi? Ouais, parce que pas que des clashs sur genre des viols ou des trucs comme ça. Enfin, je voulais avoir ton avis parce que... La compétition, c'est ça que tu... Exactement. Genre, Alors, pas que des clashs et tout, mais j'ai l'impression que ça manque un peu de ça, même si je sais qu'il faut pas toujours faire des parallèles avec le rap français et tout, parce que c'est pas la même chose. Mais je voulais avoir ton avis, parce que toi, t'as la position... Je me lève. Journaliste aussi, quoi. Ouais, journaliste, bon. Mais je me lève. En fait, je suis d'accord, mais comment dire? Je pense que c'était très cool à observer le clash. Enfin, comme tout le monde, j'écoutais les podcasts de Joe Budden qui décryptaient ça, qui décryptaient des morceaux de 3 minutes pendant 6 heures. J'étais là-dedans. Mais, en fait, moi je suis un peu partagé là-dessus. Sur la teneur que les clashs ont eu. Pourquoi? C'est-à-dire que, ouais, comme tout le monde, j'aime bien la compétition, j'aime bien le sang, comme tout le monde, j'aime bien les bonnes rimes, j'aime bien les punchlines. En France, on a eu 404 Billy contre Benjamin Epps, où il s'est donné des morceaux. J'ai consommé ça. Je vais pas mentir, et je trouve qu'il y a des bons morceaux et qu'il y a des... Voilà. Maintenant, là où je trouve que sur Kendrick et Drake, comme sur Jay-Z et Nas à l'époque, ça va sur des choses... On n'est pas uniquement dans le rap, en fait. On n'est pas uniquement dans la compétition, on n'est pas uniquement de « je suis un meilleur rappeur que toi ». On est dans des choses qui sont très perso, on est dans des choses qui ont été avancées sur... Alors ça, des Drake pédophiles. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais en tout cas, je ne crois pas qu'il y ait eu de preuves jusque-là. De l'autre côté, Drake a dit des choses horribles sur Kendrick Lamar aussi. Tout ça avec, comment dire, l'excuse du divertissement.
Et c'était pareil avec Jay-Z et Nas à l'époque. Et moi, je sais pas, je veux pas dire, je suis pas en mode ouais, il faut faire attention à ce qu'on dit, etc. C'est du rap, c'est des battles, etc. Mais il y a un côté, moi, qui me dérange un petit peu. Dans le fait de pouvoir dire absolument tout ce qu'on veut, juste pour gagner. Je sais pas, j'ai l'impression, en fait, la fin justifie un peu les moyens dans un clash, et c'est sûrement le cas. Mais je suis un peu mal à l'aise avec ça. Et c'est d'ailleurs c'était ma limite, moi, sur ce battle-là entre Drake et Kendrick, c'est le côté jusqu'où on va, en fait, exactement. On n'est plus vraiment dans le rap. Et du coup, je sais pas si je souhaite ça pour les rappeurs français. Je sais pas si j'ai envie qu'ils se déchirent à coup de voilà. Mais oui, c'est divertissant. Oui, moi, franchement, le Clash 404 Billy Benjamin Epps, on est resté à un stade de rap. En tout cas, je préfère ça que les clashs de rappeurs mainstream français où justement c'est des trucs sur les réseaux, mais il n'y a jamais vraiment de musique. Donc ouais, je trouve ça un peu plus divertissant, mais c'est pas ça, à mon avis, qui manque au rap français. Genre, si je devais citer un truc, tu vois, je dirais pas les clashs, quoi. Voilà. Mais voilà. Mais toi, tu veux du ça. Oui. T'as dit oui, elle a dit oui. Bonsoir. C'est où, pardon? Ah, là-bas, ouais. Ouais. Je suis désolé, j'ai encore une question sur le Super Bowl. Je sais qu'il y en a eu plein, mais... Vous attendez vraiment ça, en fait? Ouais, je crois qu'on attend tout ça, là, mais c'était surtout, en fait, sur le statut de Kendrick Lamar, pardon. Kendrick Lamar. Et je la passe. Kendrick de Clamart. Je viens d'Alsace. Je viens de parler de Compton pendant 1 heure. T'as rien compris à ce que j'ai dit. C'est pas un rapport français, là? C'est ça. Non, et du coup, je vais parler de son statut. Je me demandais, en fait, pourquoi ce choix de Kendrick Lamar. En fait, quand on voit les autres Super Bowls, c'est des Beyoncé, des Maroon 5, et je me demandais vraiment si Kendrick a ce statut-là aujourd'hui. Comme ça, j'ai pas l'impression que les... Ouais, c'est une première, en vrai. Dans les familles classiques, même en France, on écoute du Kendrick, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal à comprendre ce choix-là. Je sais que Jay-Z, il me semble, bosse dans les choix qui sont faits pour le Super Bowl, mais c'est vrai que c'est une question que je me pose. Et deuxième petite chose, est-ce que si Kendrick fait Not Like Us en Mondovision, c'est pas la plus grande humiliation de l'histoire du rap? Ça me brise le cœur parce que je suis un grand fan de Drake, mais ça serait quand même fou qu'il fasse ce son-là. J'imagine qu'il va pas le faire, mais ça serait vraiment... Je pense qu'il va le faire. Vous traitez de pédophile. Ah ouais, mais au pire, ils bipent ça, tu vois, ils vont le biper de toute façon. Parce que, tu sais, la télé américaine, depuis l'incident Janet Jackson, Justin Timberlake, t'as 5 secondes de décalage, donc ils vont sûrement le biper. Mais je vois pas, enfin, c'est sûr, il va le jouer en fait. Non, mais c'est le plus grand hit de sa carrière, je crois, c'est le plus grand hit de l'année dernière, c'est sûrement grâce à ce morceau qu'il est booké au Super Bowl. Les gens veulent entendre ce morceau, c'est terrible pour Drake. Tout un stade. Pardon? Tout un stade qui chante ça en même temps, c'est dur. Ouais, c'est horrible. Mais après, je pense que l'été 2024 de Drake, je pense que partout où il allait, je sais pas s'il allait quelque part d'ailleurs. Mais après, sur le choix, moi je pense que, oui, comment dire, je pense qu'on n'écoute peut-être pas Kendrick Lamar dans tous les foyers américains. Je pense qu'il y a des morceaux qui sont arrivés dans les foyers américains. Un peu comme certains morceaux de rap en France. Tu vois. Je pense que toutes les familles n'écoutent pas Niska, mais ils ont déjà écouté Réseau, tu vois. Pouloulou, ils savent pas d'où ça vient, mais voilà, ils le connaissent. Et je pense qu'il y a ça avec Kendrick, que je ne résume pas à Pouloulou, mais tu vois, je pense qu'il y a des gens qui captent des gimmicks, quoi. Et Not Like Us, c'est un gimmick aussi. C'est la force du morceau. Et donc pour moi, j'étais assez surpris. Et d'ailleurs, c'est un jeu, moi, que je fais chaque année tout seul, car je n'ai pas d'amis, mais je fais ce jeu, je me dis, c'est qui le prochain au Super Bowl, tu vois. Et à chaque fois, j'ai un peu de mal à trouver des noms. Puisqu'une fois que tu as fait Beyoncé, Rihanna, Coldplay, tu vois, quand tu es dans ces trucs d'énormes pop stars, je me dis, ben, peut-être un Bad Bunny, tu vois, aujourd'hui, peut-être un Travis Scott. J'aurais pu s'imaginer un Travis Scott, en fait, avec Kendrick Lamar. Mais en même temps, ce choix-là, je le trouve mortel, d'avoir Kendrick. Indépendamment du clash, indépendamment du fait que c'est un peu un parti pris. Parce que pour le coup, Drake aurait été légitime dans l'absolu à le faire avec les tubes, etc. Mais c'est Kendrick qui le fait avant lui. Et je pense que c'est aussi, pour moi, indépendamment du statut, pour moi, c'est aussi un choix de dire, ok, tout ce que j'ai essayé de dire à un moment sur, c'est le hip-hop qui joue au Super Bowl.
Et je pense qu'aujourd'hui, Kendrick, il représente ça. À tort ou à raison, mais c'est lui qui incarne ça. Et donc je pense que c'est aussi un move de Jay-Z, en tout cas des gens là-bas, qui globalement font des moves plutôt hip-hop depuis 5 ans, quoi, 4 ans. Tu vois, le Dr. Dre and Friends, même Usher l'année dernière, c'est du R&B, mais en fait, c'est plus du R&B que de la pop. Donc, je pense que c'est un vrai parti pris de dire, ok, maintenant, cette musique-là, c'est la musique numéro 1, donc on la met partout où elle doit être. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Et que du coup, quand tu dis ça, bah en fait, Kendrick, c'est le meilleur choix. Et dans les rappeurs, on va dire crédibles, etc., c'est le seul qui a des giga-hits. Tu vois, un J. Cole, qui est un artiste super important, il n'a pas les hits. Je dis pas qu'il n'a pas de hits, parce que tu sais que les fans de J. Cole, ils sont déterminés, mais il n'a pas de méga hits comme Kendrick, c'est pas comparable. Et voilà, Kendrick, c'est le seul qui arrive à allier tout ça en réalité, je trouve. Merci. De rien. Mehdi, une petite question, ici à gauche, encore une fois. Oui, à gauche, oui. Pardon, celui-là. Avec la casquette. Ah oui, la casquette. J'avais 2 petites questions. Tout d'abord, pour revenir encore au Super Bowl, encore une fois. Je voulais savoir, est-ce que tu penses que Kendrick Lamar aura ce rôle un peu fédérateur comme Dr. Dre a eu dans son Super Bowl, où il a ramené plein de personnes? Est-ce que lui aussi va faire ça? Parce qu'il va déjà ramener SZA qui a été annoncé. Il risque peut-être de ramener Taylor des Creators. Donc, est-ce que tu penses qu'il va endosser ce rôle-là? Et pourquoi il ne ramènerait pas Anne Wise, par exemple, qui a été son plus gros feat? Ouais, bah c'est un peu la question que posait quelqu'un tout à l'heure, je sais plus qui, je suis désolé. Mais je sais pas, moi, franchement. Je sais pas qui va ramener, j'imagine pas un Taylor the Creator, j'imagine pas. Moi, je pense qu'un Super Bowl aussi, comme je vous disais, c'est aussi un moment pour toi, en fait. C'est aussi Kendrick qui est célébré. Donc moi, je suis même un peu étonné qu'il ramène César. Je suis heureux, ça va être cool, c'est une artiste que je kiffe, mais je sais que tu n'aimes pas, toi. Mais en fait, pour moi, c'est d'abord Kendrick, en fait. Tu vois, quand Rihanna, elle fait le Super Bowl, elle arrive solo. De mémoire, il n'y avait pas de feat sur Rihanna. C'est juste elle et des danseurs et des danseuses. Et en fait, pour moi, c'est aussi ça, en fait. C'est presque un peu une récompense, entre guillemets, où on célèbre la carrière de quelqu'un. Et quand t'es pas vraiment dépendant des featuring ou des collaborations, que c'est le cas de Kendrick, ça me choque pas que l'artiste soit solo. Il sera pas solo en l'occurrence, mais j'ai pas forcément envie. En plus, c'est court, hein, c'est moins d'1/4 d'heure. Hein. Donc, plus tu ramènes des gens et moins t'as de l'artiste. Donc, j'ai pas forcément envie de voir 10 000 artistes. Ouais, c'est ça, moi aussi, il a assez de featuring pour. Enfin, il a assez de hits pour. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, ces hits, en fait, c'est un des gros artistes qui a des hits en solo. Tu vois, il y a plein de gros artistes qui ont des hits avec Drake. Parce qu'il a donné des hits à tout le monde. Et que tout le monde fait l'aveugle maintenant, mais c'est un autre sujet. Mais Kendrick, pour le coup, il a des hits tout seul. Ça, pour rebondir sur Drake aussi. Maintenant que Drake est un peu moins valorisé pour Interscope et pour Universal, est-ce que peut-être Universal voudrait mettre Kendrick en avant comme Drake, donc pour devenir la nouvelle pop star, et donc faire des hits et peut-être changer un petit peu sa DA aussi Moi, je crois pas en ça. Je pense que Kendrick, c'est ce qu'il veut faire. Et je pense qu'en réalité, après, ça, ce serait un mauvais move, puisque, pardon, mais Drake, ça reste encore le rappeur le plus écouté dans le monde en termes de chiffres, loin devant Kendrick finalement. Et je pense que Kendrick n'a pas envie de faire ce que Drake a fait pour être l'artiste le plus écouté, parce que c'est 2 DA différentes. Donc, non, je pense pas. Alors, je suis désolé pour Jérôme là-bas. Effectivement, les questions durent plus longtemps que prévu. Et je crois qu'on doit s'arrêter à 22h par contre. Il est 21h47. Voilà, juste pour vous prévenir. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Désolé avec mon français parce que de base je suis pas français. Donc, okay. Je viens de Taïwan, donc je parle anglais et mandarin. Alors, tu parles en langue en fait. Oui. Alors, question de Kendrick Lamar. En fait, quand j'avais appris l'histoire de Battle avec Drake, en fait, le premier truc que j'avais appris que les gens ils disaient, la battle ça a commencé quand il y avait le chanson de Metro Boomin, Future, dans la chanson Like That. En fait, c'est là que Kendrick Lamar il avait fait ses raps, parlait qu'il était dans le Big Three. En fait, ça parlait de l'histoire de J. Cole et le Drake ensemble parce qu'apparemment ils ont vécu ensemble dans la même génération et que leur carrière ça a augmenté parce qu'ils ont été tous ensemble faire leur carrière de rappeur ensemble. Et je me dis, c'est que si
je sais c'est impossible, mais si Kendrick il n'avait pas gagné le battle contre le Drake, est-ce que son album de GNX aurait changé ou vous pensez que c'était déjà prévu Moi je pense que l'album n'aurait pas existé sans le clash. En tout cas pas cet album-là comme ça. Je pense que l'album c'est une conséquence du clash, même dans le son, dans ce qu'il amène, dans les thèmes qu'il aborde. Donc oui, je pense que c'est vraiment pas une réponse, mais vraiment une conséquence au clash. Et je pense que Drake a provoqué quelque chose chez Kendrick, et qui était en vrai quelque chose qui était sous-jacent depuis longtemps, depuis avant le morceau avec Like That, où il y avait déjà des rimes, des subliminales. Moi je voulais pas trop y croire en fait, je sais pas pourquoi, je voulais pas qu'ils soient en clash, mais je déteste en fait. Et je sais pas, j'aimais pas trop cette idée-là, que les deux se détestent. Mais ouais, je pense que GNX c'est clairement un album conséquence du battle. Et question, parce que si c'était comme il y avait le battle avec Drake, vous voyez plus le clash avec qui d'autres rappeurs que vous voyez plus, comme, à part le Drake? Parce que comme Drake il a vécu la même génération comme Kendrick Lamar, vous voyez plus quel rappeur vous voyez il y aurait un clash avec Kendrick Lamar? Vous aimez tous les clashs en fait? Je sais pas, franchement, moi je pense que je suis pas sûr qu'on aurait un autre clash comme ça. Enfin, je pense que Kendrick, il y avait vraiment une rivalité avec Drake qui était sous-jacente depuis très longtemps. Et que c'était un peu les deux qu'on mettait souvent pour le titre de meilleur rappeur, en tout cas, rappeur le plus important de leur génération, globalement, pour des raisons différentes. Je pense que c'est aussi pour ça que Kendrick a attaqué aussi frontalement Drake sur Like That. Et je pense aussi qu'à la base, c'était surtout une volonté de dire je suis le meilleur. C'est vrai, sur Like That, c'est ça qu'il dit. Il dit pas je veux tuer Drake. Il dit je suis le meilleur rappeur. Il n'y a pas de Big 3, il y a juste Big Me. En fait, à la base, en vrai, c'est plus de l'ego trip qu'un clash, même si il en place 2-3 au compteur. Et en fait, c'est la réponse de Drake, et même l'arrogance de Drake, qui a entraîné ça. Parce que Drake dit ah oui, tu réponds pas, etc. En fait, c'est vraiment Drake qui a entraîné sa propre descente, entre guillemets. Donc, mais je pense pas qu'il y aura d'autres clashs. Je pense que Kendrick, tant qu'on vient pas lui dire qu'on rappe mieux que lui, il ira clasher personne. Mais si tu joues avec lui, tu dis que tu rappes mieux que lui, mais je crois que la personne ne dira plus jamais qu'il rappe mieux que Kendrick. Je pense qu'il a gagné cette discussion-là. Alors j'ai une dernière question, désolé, j'ai vu... Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, je sais, je vais dépêcher. Comme j'ai vu, comme vous avez dit, qu'il voyait plus comme Tupac, inspiration par Tupac, vous voyez, il y a quel rappeur qui serait plus inspiré de Kendrick Lamar alors? Aujourd'hui? Ouais. Je pense qu'il y en a plein. Il y a plein de rappeurs à Los Angeles, même ceux que j'ai cités. Je pense que J. Cole, qui est contemporain à Kendrick, mais je pense qu'à un moment, il a fait évoluer sa musique parce que Good Kid, Mad City, Vince Staples, Tyler, the Creator, je pense que plein de rappeurs importants ont puisé et ont été influencés par Kendrick. Mais franchement, il y en a énormément. Mick Jenkins, à l'époque, il fait le projet Waters. Pour moi, ce projet-là, il est influencé par Swimming Pools de Kendrick. En fait, il y en a énormément. Rhapsody, une rappeuse incroyable d'ailleurs, je pense qu'elle a aussi pu être influencée par Kendrick. Je pense qu'il y a vraiment une figure très centrale et super influente du rap moderne. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonsoir Mehdi. Ah, il y a là, pardon. On a refilé. Là, d'abord là-bas. Ouais, on est en. Ouais. Oui. Et après toi. T'es ok pour laisser ta place? Je sais pas où t'es. Moi, c'est une mini-question. Ouais, c'est une mini-question. Je vais juste t'as pris vraiment, tu t'es imposé. Ouais, vas-y. Il avait pris la parole et tout. Moi, je voulais juste savoir si t'avais prévu d'en faire d'autres, des masterclass comme ça. Ah. Sur Drake, par exemple. France Inter. Allô, France Inter. Vous avez entendu? Je sais pas si on vous donne ça aux autres conférences, mais là, il y a des questions comme ça. Non, je sais pas. C'est pas prévu en tout cas. Mais peut-être. Envoyez des mails sur Instagram de France Inter. Des mails sur Instagram. Voilà. Des fax. Envoie un fax. @MySpace, France Inter, @MySpace.com et normalement ils vont me booker. Fais ça. Mais je sais pas, c'est pas prévu en tout cas. Bonsoir Mehdi, je suis à ta gauche. À gauche toujours. Je sais pas si tu m'as vu. Ouais, c'est bon, je t'ai vu. T'avais fait une story il y a 1 ou 2 mois sur Instagram et t'avais... Là on est sur le stalker du... Non mais... C'est incroyable. C'est quelque chose qui me titille depuis un bon bout de temps. T'avais pris du recul sur le clash Drake-Kendrick et t'avais dit dans la conversation que... C'est le meilleur morceau du... Voilà, exactement. Je voulais savoir si tu as eu le temps de changer ton avis dessus ou pas, parce que personnellement, quand je mets Meet the Grams ou Euphoria à côté, il n'y a pas débat pour moi personnellement. Donc je voulais savoir si tu avais changé ton avis entre temps ou pas.
Non, je sais pas changer mon avis. Mais ce que je dis ne veut pas dire que je remets en cause la victoire de Kendrick. Hein. C'est comme, tu vois, quand au foot, une équipe gagne, mais tu penses que l'autre a mieux joué. Et attention, je dis pas que Drake a... Kendrick, je veux dire, il l'a malmené de bout en bout, la stratégie était incroyable, la manière de répondre, voilà. Mais quand j'analyse morceau par morceau, je trouve que Family Matters est, pour moi, le meilleur morceau dans le sens où déjà, contrairement à Meet the Grams ou à Euphoria, j'ai envie de le réécouter. Parce qu'en fait, pardon, mais moi, Euphoria et Meet the Grams, c'est exceptionnel dans l'écriture, mais je m'ennuie un peu. Family Matters, c'est divertissant. Mais comme Internet a décidé que Drake allait perdre depuis le premier jour, on est incapable d'avoir toute analyse un peu positive sur la performance de Drake dans ce battle. Et je le comprends aussi parce que Drake a fait des mauvais moves. Je parle du Taylor Made Freestyle qui est une anomalie. Je parle du The Hard Part 6 qui est horrible. Donc, évidemment, sur la longévité du battle, il n'y a même pas débat. Mais Family Matters, je trouve que c'est un putain de morceau, de battle. Et je trouve que malheureusement, à cause de la domination de Kendrick, on n'en parle pas trop. Et par exemple, sur le Nas Jay-Z, Nas a gagné selon la plupart des gens, mais on parle de Takeover de Jay-Z, qui est un grand morceau de rap. Je trouve que Family Matters, il a ça, mais on refuse ce crédit-là. Je trouve ça dommage, mais parce que voilà, encore une fois, l'opinion a choisi Kendrick, et voilà. Mais moi, j'oublie pas. En fait, plus largement aussi, je trouve les gens, on peut reprocher plein de choses à Drake, musicalement ou extra-musicalement, mais ce que je trouve bizarre, c'est la manière dont tout le monde oublie qu'on a tous dansé ou écouté les morceaux de Drake pendant 15 ans. On peut me dire oui, tu vas me dire t'as pas aimé Drake et t'aimes pas Drake, et t'as le droit, et c'est possible, et je te crois. Mais les chiffres sont là, les concerts étaient là, beaucoup de gens étaient nombreux à y aller, et maintenant c'est comme si tout le monde avait un peu honte de dire j'ai plus écouté Drake que Kendrick pendant tant d'années. Et donc je trouve qu'il y a une forme d'injustice dans ce battle, parce que maintenant Drake clairement est dos au mur et a pas la plus belle des images. Mais je suis d'accord avec toi, hein, mais en plus les réseaux sociaux ça a été son pire ennemi du coup pendant ce clash. Ouais, complètement. Et en même temps les réseaux sociaux c'est ce qui l'a fait gagner beaucoup de milliers à l'époque. Enfin, outre le fait qu'il avait fait un très bon morceau avec Back to Back, mais il y avait vraiment aussi Internet à l'époque avait choisi Drake. Le temps tourne, les gens évoluent, on a beaucoup vu Drake, les gens en ont eu sûrement un peu marre. C'est ce qui s'est passé, je pense. Mais voilà. Et je voulais te parler aussi concernant Absol, ouais. Pour savoir si tu avais écouté son dernier projet. Ouais, j'ai écouté, je trouve ça trop bien, comme celui d'avant. Ouais. Et si du coup, dans le cas de figure d'un artiste qui quand même rappe depuis beaucoup d'années, est-ce que tu arrives toujours à te prendre une claque de sa part, sachant que pour moi ses flows, ses lyrics, ils n'ont pas changé, il est toujours aussi bon. Ouais, mais c'est plus compliqué, je trouve, quand tu écoutes quelqu'un que tu connais depuis longtemps, qui n'a pas forcément évolué, de te prendre une claque. Je trouve ça toujours trop bien. Mais c'est quoi une claque en fait, tu vois? Souvent, moi, les claques, je me les prends quand je suis un peu surpris, déboussolé. Aujourd'hui, Absol, sa musique, elle me plaît beaucoup. Elle me déboussole un peu moins qu'avant, tu vois. Parce que par exemple, moi, j'ai le même ressenti avec Future. Future, ouais. Je l'adore. Le Prime de 2015, il est incroyable. Mais aujourd'hui, j'apprécie la démarche commerciale qu'il fait avec Metro Boomin, tout le reste, et je me le prends vraiment beaucoup moins qu'à l'époque de DS2. Eh bien, merci. Purple Rains et tout. Et ça me permet, pardon, de reparler de Drake, puisque... Non mais parce que c'est important. Parce que Drake, à chaque fois, à chaque album, on attend que... Enfin, on attend. À tout le monde, mais on compare Drake à ses meilleurs albums. Oui. Ah, c'est moins bien que Take Care. Ah, c'est moins bien que Sing Was The Same. On fait pas ça avec Future. Alors qu'il fait la même mixtape à chaque fois. Non mais, ça peut être très bien. Genre, l'année 2024 de Future, elle est mortelle. Mais on n'est plus vraiment surpris. Mais quand c'est Future, il a un pass parce que c'est Future. Et il est ghetto aussi. C'est un artiste plus local qui vend des mixtapes dans les... Peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'on attend autre chose de Drake. Et du coup, quand Drake fait le même album depuis 2016, je suis d'accord, en moins bien en plus, du coup, on lui fait des critiques qu'on ne fait pas à un artiste comme Future, par exemple. Je trouve ça injuste, encore une fois. Mais bon, il n'a pas besoin de moi comme avocat, il s'en sort très bien, mais je trouve ça un peu injuste. Ah, merci à toi. Je t'en prie. Il est 57, peut-être une dernière question? Salut. Salut. Attention, attention. Attention, pardon. C'est la dernière question. Ok, c'est chaud. Parce que c'est un poids que tu assumes. Tu peux encore passer le micro. Je suis désolé, je le pose. Vas-y. Je voulais juste revenir en fait sur la période quand Kendrick quitte Titi et qui forme Pidgey Lang avec des Free. Il y a un peu une era qui n'est pas significative, je pense qu'elle ne restera pas dans l'histoire, mais une era avec Baby Kim où ils ont pas mal collaboré, que ce soit sur Melodic Blue,
ou jusqu'à le dernier son, The Bills. Je voulais savoir est-ce que tu as kiffé un peu cette période-là, qui n'a pas duré très longtemps, un an et demi. Et voilà, moi, c'est quelque chose que je me suis grave pris. J'ai senti Kendrick plus libéré que jamais. Je pense vraiment le fun, juste il s'éclate quoi. Je pense que c'est intéressant et je pense même qu'on aurait pu en parler aujourd'hui en fait. Parce que je pense que tu parles de libération et avant le clash avec Drake, je pense que ça a été un moment important. En fait, effectivement, ce côté je rappe avec mon cousin et tu vois, et on fait du rap en fait. Juste on fait du rap et on s'amuse. Et moi j'avais aussi beaucoup aimé l'album de Baby Kim, dont j'ai oublié le titre là, et je m'en excuse. Mais le titre bleu. C'est un piège, je m'en souvenais, je voulais juste pas, quand j'avais oublié le titre. Et j'avais adoré cet album, et donc ouais, cette période-là, elle était cool, pas la plus prolifique pour Kendrick en termes de morceaux, mais il y avait un truc effectivement de retour aux sources quelque part, et juste je m'amuse et je rappe exactement ce qu'on a dit sur Genius. Donc ouais, j'ai aimé ça et j'attends aussi la suite pour Baby Kim et j'attends. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Mais vraiment, j'avais adoré ce projet. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. C'est cool. J'espère que ça nous a plu. Merci à Nicolas Rogers encore. Merci à toutes les équipes techniques aussi.